Bah, bonsoir à tout le monde. Donc, on lance un nouveau format. On est à la fois en groupe local Strasbourg pendant une session plénière et au sein de la Commission Europe, on a à cœur d'accueillir à tour de rôle nos députés européens et ce soir, Marie Toussaint, que je présenterai dans quelques minutes. Et on s'est dit, bah, c'était super sympa de pouvoir bénéficier les uns des autres. Donc, session plénière à Strasbourg, capitale européenne, d'en profiter d'être en personne plutôt que tous en visio, et en même temps faire profiter les membres de la Commission Europe qui sont un peu partout en France et des fois dans le monde avec les différents écolos dans des pays. Donc on est sur ce format-là. Je vais laisser Lucas faire un point sur comment la soirée va se dérouler, puis on pourra passer à l'introduction de ce temps. Merci beaucoup Anya et merci Marie d'être présente parmi nous ce soir. Donc on a des personnes présentes ici à Strasbourg, certaines personnes en visio et donc notre échange ce soir va s'animer en trois temps. Un premier sur l'environnement et l'écologie, un deuxième sur les solidarités et un dernier sur les droits de la nature. Et donc on va pas faire une partie intervention de Marie et une partie question, on va à chaque fois couper en deux. Donc 10 minutes sur chacun des trois thèmes, puis après 10 minutes de questions. Donc on essaiera de prendre des questions en ligne. Privilégiez s'il vous plaît des questions écrites dans le chat, comme ça on pourra les reprendre pour les poser à Marie, et des questions dans la salle. On pourra prendre à peu près quatre questions par thème. Donc n'hésitez pas, on essaiera bien sûr d'intervertir une question par un homme, par une femme pour que tout le monde puisse s'exprimer. Et donc je laisse Anya introduire le propos. Merci, donc, ce soir, Marie, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Tu es juriste de formation. Pour ceux à qui ça aurait échappé, tu as cofondé l'association notre Affaire à tous. Tu es à l'origine de l'affaire du siècle également. Et tu as à cœur depuis le début de ton engagement politique la justice climatique. Et ça fait partie des dossiers très prégnants ces derniers jours et dans l'esprit de nombreux d'entre nous. Tu es élue députée européenne en 2019, puis de nouveau en 2024 en tant que tête de liste des écologistes. Tu portes au Parlement européen des combats essentiels sur la question de la justice environnementale et sociale, les droits de la nature, le droit à un environnement sain et la lutte contre la pauvreté. Tu es également l'une des voix qui a fait connaître la responsabilité des grands pollueurs et qui a renforcé le droit européen en la matière de protection de l'environnement. Et on pourra en parler encore un peu ce soir. On proposait ce soir d'avoir un petit point d'actualité en plus de trois axes, étant donné qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées sur la motion de censure du gouvernement, sur l'inaction écologique, sur ta prise de parole demain en plénière autour de la canicule et le plan d'action que proposent les Verts pour faire face aux heatwaves, aux vagues de chaleur, et également parler de la condamnation toute récente il y a 15 jours, je crois, de Total, qui était une des dernières actions en justice que vous aviez lancées, si je ne dis pas de bêtises, mais je te laisserai rectifier ça. Voilà, donc je ne reviens pas sur les trois thèmes que Lucas a présentés et je remercie Marie d'avoir accepté cette invitation. On se réjouit de pouvoir échanger avec toi ce soir et puis je te laisse la parole sans plus attendre. Merci. Ok. Bah, super, merci Anya, merci Lucas. Et bonsoir tout le monde en ligne comme demain. Ah, Juste. salut, c'était quelqu'un qui voulait dire bonsoir. C'est bien. Non, c'est bon, c'est mieux. On est good. Bonsoir, je suis contente de vous retrouver. Je disais à Maïno en arrivant que bah, j'étais déjà venue plusieurs fois ici, parfois pour parler des droits de la nature. Donc je vous testerai tout à l'heure pour voir qui était déjà là et qui n'était pas là et jusqu'à quel point du coup il faut que j'approfondisse le sujet. Alors Lucas a introduit en disant au début on va parler d'écologie, d'environnement. Alors je veux juste commencer. Non, c'est pas ça. C'est que du coup, dans le message que vous m'avez envoyé, vous m'avez dit les omnibus. Oui. Donc, les omnibus, c'est un peu la catastrophe. Donc, je veux juste que ce soit clair. Ce que je vais vous raconter sur l'environnement, l'écologie, c'est plus lié aux omnibus, voilà. Mais je veux aussi finir sur une vague d'espoir, dont le fait de parler de Total. C'était pour vous dire que si on parlait d'écologie, d'environnement, il y avait peut-être aussi matière à quand même avoir un peu d'espoir. Donc ne prenez pas ce que je vais vous raconter, qui est un descriptif, je pense, assez objectif du moment extrêmement difficile, c'est un euphémisme, qu'on est en train de traverser.
Mais voilà, il y a aussi des signes d'espoir et des choses qu'on peut encore faire, heureusement, parce que la planète est quand même dans un sale état, donc heureusement qu'on peut encore un peu agir. Peut-être parce que dans l'actualité, c'est vrai qu'on a une contre-programmation avec Marine Le Pen à la télé, mais je voulais aussi dire qu'au Parlement européen, depuis une bonne semaine déjà, enfin une bonne semaine peut-être pas, mais en tout cas depuis suffisamment longtemps, tout le monde parle du match Belgique-USA. Et donc je voulais vous dire qu'on s'était réveillé quand même avec cette bonne nouvelle, et donc dans l'actualité, il y a effectivement des nouvelles qui nous mettent d'un peu bonne humeur. Et où on se dit que corrompre la FIFA ne suffit pas à régler les problèmes géopolitiques du monde, ce qui est quand même plutôt pas mal. Voilà, maintenant j'en viens au sujet. Omnibus environnement écologie. Quand en 2024 on revient au Parlement européen, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne exactement, mais le Parlement européen est élu. Et après, les États ont quelques semaines pour nous proposer un nom en tant que présidence de la Commission. Cette présidence, bon là c'est Ursula von der Leyen, a ensuite plusieurs mois pour nous proposer un gouvernement qu'on appelle le Collège des commissaires au niveau européen. Et donc globalement, il y a un vote en juillet sur la présidence de la Commission et un vote autour de novembre. Ça dépend d'où on sent les négociations sur le Collège des commissaires. Il se trouve que à l'automne 2024, alors qu'elle est encore seule maître à bord, c'est-à-dire qu'il n'y a que elle qui choisit sur quel texte on va légiférer ou pas. La première et la seule proposition d'Ursula von der Leyen en tant que, avant qu'elle ait un gouvernement, quoi, quand elle est encore toute seule, c'est un texte qui vise à affaiblir le pacte vert et à reporter nos engagements de lutte contre la déforestation importée. Ce texte sur la déforestation importée, il avait été proposé par la Commission sur demande du Parlement, quand c'était le Parlement du Pacte vert, j'y reviendrai. Il avait été porté par un rapporteur de la droite européenne, du PPE. Et donc c'est vrai que normalement, c'était un texte qui devait continuer. Comme on dit dans l'anglais de la bulle, it should fly. Voilà. Et Ursula von der Leyen prend un peu seule, en fait toute seule, cette décision de nous dire, OK, on reporte d'un an. Mais elle dit pas seulement on reporte d'un an. Elle dit on reporte d'un an et en fait on va reporter d'un an, le temps de voir si on va devoir ajuster, ça veut dire affaiblir, un certain nombre de dispositions que ce texte contient. Et c'est fou parce que ce texte sur la déforestation importée, c'était une victoire de l'Europe. L'Europe s'était vendue à travers la planète comme un continent pionnier de la lutte contre la déforestation dans le monde. On est aussi le premier continent consommateur de déforestation importée. On consomme 16% des forêts du monde à travers nos achats de cuir, de véhicules, évidemment de soja, de viande. Voilà, qui contribuent à la déforestation à travers le monde. Et on était allé, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à la conférence mondiale sur la biodiversité de Montréal avec ce texte, en disant, mais regardez, tous les autres États du monde, toutes les autres puissances du monde doivent prendre exemple sur nous. Mais la première décision qui est prise par Ursula version 2, 2.0, c'est de dire on reporte et on va affaiblir ce texte sur la déforestation. Alors la question, c'est évidemment comment est-ce qu'on en est arrivé là? Je veux dire, elle prend pas cette décision non plus toute seule sur un coup de tête. Ça vient un peu plus profondément d'un moment, bienvenue, euh, d'un moment où un certain nombre de forces politiques et économiques, et il faut le dire, et aussi l'opinion, mais j'y reviendrai, remet en cause un certain nombre d'acquis du pacte vert, de cette législation qu'on avait consacrée aux ambitions environnementales. Le premier coup de butoir, ça a été, je sais pas si vous vous souvenez, et on en avait déjà parlé ensemble dans cette même pièce, mais la loi sur la restauration de la nature, qui ne passe qu'à 12 voix près, en juillet 2023 au Parlement européen, sachant qu'elle avait été vidée de son contenu. Donc la seule demande, en fait, que contient ce texte, c'est que les États membres élaborent des plans de restauration de la nature. Il y a presque rien d'autre, en fait, dedans. Bon. Mais on s'était quand même battu, on l'a gagné à 12 voix près. Et d'ailleurs, la ministre écolo autrichienne qui a fini par signer ce texte en 2024 l'a fait plus ou moins dans le dos de son gouvernement. Ça a été un peu compliqué. Elle est aujourd'hui chef du Parti Vert. On est très fiers de son courage parce que c'était, je pense, extrêmement difficile. Mais ça a été le premier coup de butoir. Le premier moment où on s'est dit, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Quelques mois plus tard, on était en train d'examiner des textes et vous savez, il nous avait dit, avec le mouvement agricole, c'est donnant-donnant. On va faire la réduction des pesticides, mais comme on va demander aux agriculteurs de réduire l'utilisation des pesticides, on va leur donner les nouveaux OGM. On peut reparler des nouveaux OGM, gardez-les pour les questions si vous en avez, si vous en avez sur le sujet, on pourra approfondir. Mais du coup, c'était ça, c'était réduction des pesticides contre OGM. Le fait est que quand il arrive en plénière, le texte sur les pesticides, on essaye de défendre le fait qu'il soit pas vide de contenu. Et au fur et à mesure, hop, on perd les votes qui nous étaient nécessaires pour le faire passer. Le texte est abandonné. C'était l'automne 2023.
on approche des élections européennes dans ce contexte, dans un contexte dans lequel on n'arrive plus à marquer de points et où en plus on commence à encaisser des reculs. Et donc Ursula von der Leyen est réélue dans un contexte politique dans lequel un certain nombre de forces partout à travers l'Europe ont fait campagne sur des arguments anti-écolos assez primaires, assez populistes, en disant que les écolos étaient responsables de tous les maux, ou dans quasi tous les pays où on avait marqué des points dans les années auparavant, on perd des voix. Évidemment en France, je suis la première informée, mais au-delà de ça, les députés allemands, par exemple, reviennent avec 10 en moins et le groupe s'affaiblit globalement. On passe de 75 à 50 députés. Je fais caricatural, mais c'est quand même un peu ça qui s'est passé. Et évidemment, Ursula von der Leyen, elle est poussée par une droite qui, alors qu'en 2019, voulait faire semblant d'être pour le climat parce qu'il y avait les jeunes partout dans les rues à travers la planète, revendique cette fois le fait d'être anti-climat et est prête à passer des accords avec l'extrême droite. Et dans ce contexte-là, Ursula von der Leyen décide de ce qui est pour moi le péché original de la mandature, péché originel, pardon, de la mandature, c'est-à-dire de désigner un fasciste, un post-fasciste, Raffaele Fitto, du parti de Giorgia Meloni en Italie, vice-président de la Commission européenne. Son portefeuille est quasi vide, ok, mais il y a un symbole. Le symbole, c'est celui d'une Europe qui s'est battue pour faire front face à l'indignité humaine, et qui finalement met un post-fasciste en vice-présidence de la Commission européenne. Ça, c'est éminemment problématique, et ça démontrait la capacité de nouer des alliances, qui étaient des alliances anti-droits humains, anti-féminisme évidemment, mais aussi, on l'a vu avec le règlement de déportation sur les droits humains, on peut aussi en toucher un mot, même si c'est Mélissa qui suit le dossier pour nous, mais aussi anti-climat, anti-nature, anti-écolo, dans toutes les variations du terme. D'ailleurs, Jordan Bardella, quand il arrive au Parlement européen, son premier discours, c'est un, les écolos nous enquiquinent, deux, les écolos nous enquiquinent, et trois, seulement les migrants nous enquiquinent. Donc c'est pour vous dire un peu cette espèce de renversement des valeurs et le fait qu'on est devenus les responsables de tous les problèmes qui se passent dans l'Union européenne. Le jeu politique, il se fait pas sans lien avec la sphère économique. Et j'en viens à la question de l'omnibus, parce qu'en février 2024, un certain nombre de lobbies, dont CEFIC, qui est le lobby un peu de l'industrie, de la grosse industrie, qui a jusqu'à présent été relativement discret, même s'ils ont toujours mené des activités intenses de lobbying, mais CEFIC, en février 2024, se réunit et adopte, et avec plein d'autres grands patrons, et adopte la déclaration d'Anvers. Dans la déclaration d'Anvers, la demande qui est faite à Ursula von der Leyen, c'est de légiférer à grands coups d'omnibus, c'est là que le mot apparaît, pour pouvoir démanteler le pacte vert. Et Ursula von der Leyen applique ce qui lui a été demandé par les lobbies, qui ont un accès à la Commission européenne comme ils n'en ont jamais eu auparavant aujourd'hui, alors qu'on essayait de les combattre dans le mandat d'avant. Et donc, ils demandent des omnibus. Et donc, les omnibus, le bal des omnibus commence. On en est au 12e aujourd'hui. Mais le premier omnibus visait évidemment à donner une forme d'impunité aux grandes entreprises, aux multinationales, dès lors qu'elles portaient atteinte au climat ou aux droits humains. Donc, c'est le changement de la CSRD, qui est le texte sur la gouvernance des entreprises, donc comment est-ce qu'ils rapportent leur impact sur l'environnement, pas que le climat, mais aussi l'eau, la pollution, etc. Et le fait d'enlever les plans climatiques du devoir de vigilance européen. C'était le premier omnibus. Depuis, il y en a eu plein. Et sur plein de sujets. Il y a l'omnibus 10 dont on parle beaucoup en ce moment et sur lequel on a besoin de vous et de votre mobilisation, qui est l'omnibus qui porte sur les pesticides. Parce qu'on n'a pas seulement abandonné le texte sur la réduction des pesticides, mais désormais, il s'apprête à autoriser les pesticides ad vitam aeternam, sauf alerte sanitaire, alors qu'avant, il y avait des examens réguliers des pesticides et de leur impact sur l'environnement ou sur la santé. Tout ça, ils veulent le faire sauter au prétexte de la simplification compétitivité, qui finalement est devenue dans les mots d'Ursula von der Leyen elle-même. On veut pas seulement de la simplification, nous souhaitons de la dérégulation. Qu'elle dit dans un discours, qu'elle poste sur les réseaux sociaux avec les termes. Enfin, je veux dire, maintenant, c'est assumé et c'est tant mieux. Je préfère quand on fait de la politique et qu'on dit exactement ce qu'on recherche plutôt que quand on fait semblant de vouloir autre chose. Donc déjà, ça, c'est, enfin, voilà, c'est un acquis pour nous de pouvoir dire ce que sont les choses et de pouvoir se battre contre. Voilà pour topo sur les omnibus. Je vous ai dit que je finirais par des choses positives. Donc, je veux quand même le faire. Mais je vous ai dit, il y a les forces politiques, les forces économiques et puis l'opinion publique. Moi, j'ai la profonde conviction qu'un certain nombre de politiques environnementales ont été mises en place au prétexte de l'environnement en niant les droits sociaux. On pourrait parler de la pêche. Là, je vous lance des perches aussi si vous voulez m'interroger dessus après, tout ça. On pourrait parler de la pêche, on peut parler de la taxe carbone. Il y a un texte qui est censé être mis en œuvre, qui était censé être mis en œuvre au 1er janvier 2027. Face à la menace de l'extrême droite en France et en Pologne, ils ont décidé de le reporter à 2028, mais ça vient quand même. Mais on pourrait parler aussi d'autres textes qui n'ont pas regardé suffisamment la question sociale
avant d'être mis en place. Et je pense qu'en fait, dans la société, il y a une double forme à la fois de rejet des mesures imposées, mais aussi de sentiment de mépris. On leur donne des leçons sur l'écologie, alors que finalement, les gens sont détenteurs de savoir qu'on ferait bien de reconnaître. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on défend les savoir-faire locaux et ancestraux et traditionnels, etc., mais qui n'a pas été suffisamment entendu. Bref, il y a des raisons aussi d'opinion. C'est pour ça qu'il faut mener la bataille sur tous les fronts. Et donc, quand je vous dis, il y a quand même des raisons, des sujets d'espoir, je vous en donnerai 3 rapidement, puis après, je m'arrête. Je sais pas quel est mon temps, mais je pense que je suis... Voilà, super. Euh, le premier, c'est l'omnibus sur les produits chimiques. On n'a pas tout gagné. C'est Majdouline qui est encore d'ailleurs, parce que le texte n'est pas fini, mais en charge du suivi de ce texte. On n'a pas tout gagné. Ils vont allonger les délais pendant lesquels les produits pourront être mis sur le marché, pourront être achetés, alors qu'ils contiennent des produits chimiques. Mais on a réussi à contrecarrer les éléments les plus dangereux de la proposition de la Commission européenne. La Commission européenne voulait enlever la liste de composition des produits, enfin bref, donc on a réussi à dégager ça. Mais surtout, ils voulaient que les produits qui ont une voie d'exposition indirecte ne soient pas pris en compte par les mesures de protection des gens. Je vais vous le raconter de façon plus simple, vous inquiétez pas. Quand vous avez du dentifrice, vous le mettez dans votre bouche, ça rentre directement, vous pouvez l'inhaler. Ces produits-là, la Commission européenne, elle voulait maintenir des obligations fortes. Par contre, elle prétendait que des crèmes que vous mettez sur la peau, après vous passez les lèvres sur la bouche, mais peu importe, que des crèmes, quelles qu'elles soient, de beauté, solaire, etc., comme c'était pas à l'intérieur, ça devait pas être concerné. Et donc, en fait, tous nos produits cosmétiques auraient été non concernés, les crèmes, les gels douches, les shampoings. Ils voulaient les exempter de toute obligation sanitaire et environnementale. Ça, on a dit non. On a dit stop. Et ça, on a gagné. Et la commission, elle a dû refermer son caquet. Ce que ça veut dire, c'est que le travail parlementaire, il peut continuer à fonctionner quand on appuie sur les bons points. Voilà. C'est pas sur tous les coups, c'est pas à tous les coups, mais ça peut quand même fonctionner. Le deuxième sujet, c'est qu'il y a des sujets qui sont portés par la société civile, par les scientifiques, par les médecins, et qui finissent par se frayer un chemin. Et là, il y a la question des polluants éternels. Il y a quelques années, il y a 4 États de l'Union européenne plus la Norvège qui ont demandé à l'Agence européenne des produits chimiques d'examiner l'interdiction totale de la famille des polluants éternels. C'est plus de 12 000 produits. On en a interdit quelques-uns, genre 5 ou 6, mais ils sont 12 000, donc bon, il y a un peu de travail. Et l'Agence européenne des produits chimiques a plusieurs comités. Son comité scientifique nous a dit, il y a quelques mois, en fait, en vrai, faut se dépêcher d'interdire toute la famille des produits. Évidemment, il y a des délais, hein, on laisse à l'industrie le temps de s'adapter. Enfin, je veux dire, c'est pas, il y a des délais entre 0 et 13,5 ans, enfin voilà, par secteur, et des applications comme médicales, par exemple, où on va garder les PFAS, tant pis, enfin, en fait, on en a besoin. Et ça, c'est un choix de société, mais voilà, c'est ce que dit le comité des experts et des scientifiques. Maintenant, il y a le comité de la société civile, qui reçoit beaucoup de contributions des lobbies. Je vous ai dit tout à l'heure, les lobbies n'ont jamais eu un accès aussi facile à la Commission européenne. Ils ont été très présents. Plusieurs milliers de rendez-vous en seulement quelques mois. Donc, voilà. Mais on a quand même une option pour aller vers l'interdiction des PFAS et on s'attelle aujourd'hui au Parlement européen à essayer de dénouer la logique de nos détracteurs qui disent c'est écologie contre emploi. En contraire, en travaillant un peu en profondeur avec des syndicalistes et des travailleurs de plusieurs filières, de les réunir pour faire en sorte que eux-mêmes puissent porter la parole de l'interdiction des PFAS et des polluants éternels. Troisième sujet, c'est Total. En octobre 2018, juste avant l'affaire du siècle, donc notre affaire à tous n'était pas encore le notre affaire à tous qu'on connaît aujourd'hui, mais moi ça faisait un petit bout de temps avec quelques copains, enfin bref, mais on me disait on veut faire payer Total quoi. C'est pas possible que ces pétrogaziers s'en mettent plein les poches alors qu'ils détruisent la planète, qu'ils savent exactement ce qu'ils sont en train de faire depuis très longtemps. On avait des historiens français, mais aussi des États-Unis, etc., qui nous appelaient en disant mais on sait qu'ils savent depuis les années 70, on a trouvé des journaux, etc. Et on se disait, mais comment est-ce qu'on va les faire payer? Et là, dans les discussions, les réflexions avec un avocat, un copain, Sébastien Mabille, donc avocat, qui me dit, Marie, je pense qu'on peut utiliser le devoir de vigilance. Et donc, je lui dis, OK, on va faire ça, mais on va aller chercher des villes, des territoires pour porter cette dynamique-là. Et donc, en octobre 2018, on lance une action, devoir de vigilance, face aux territoires. On appelait ça les territoires qui se défendent, pour dire les territoires, ils doivent payer quand il y a des inondations, des canicules, etc. Alors que c'est vous, les gigas du pétrole, qui avez créé la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et donc, ça ne va pas. Total a retardé la procédure le plus qu'il pouvait. Ce qui fait que ça a mis quasiment 8 ans à être jugé. C'était fou. Mais quand ça a été jugé, effectivement, il y a 15 jours, le juge a dit, eh bien, Total Energy est effectivement coupable d'inaction climatique.
et ils sont condamnés à revoir leur stratégie en matière de climat. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé jusqu'ici n'est pas acceptable. Et donc ça, c'est une vraie victoire. Et ça prouve que quand il y a une mobilisation citoyenne, une mobilisation des collectivités, des territoires et l'appui de la justice, même si on vit un moment de backlash, de recul et où c'est vraiment difficile politiquement, en fait, on peut emporter des batailles qui inspirent à travers le monde, parce que la justice belge attendait la justice française et que la planète entière s'est mise à nous écrire pour nous dire c'est super, on va pouvoir s'appuyer sur votre décision. Et donc voilà, je voulais finir là-dessus, même si les omnibus, c'est la Bérésina, à un moment, il faut qu'on continue et qu'on garde voilà, le courage de se battre au quotidien, même si c'est difficile, parce qu'on peut vraiment continuer à avancer et à marquer des points. Bah donc c'est vrai que finir sur ces trois très bonnes nouvelles, ça fait du bien parce que là, quand on voit la troisième canicule qu'on est en train de traverser cet été, on tombe vite dans l'éco-anxiété. Donc de finir sur alors quelques bonnes nouvelles, ça fait toujours plaisir. Donc si certaines d'entre vous ont des questions, on peut prendre quelques questions. Pour rappel, Marie mentionnait la pêche, la taxe carbone, les nouveaux OGM qui peuvent être mentionnés. Mais s'il y a d'autres questions, allez-y. Par rapport au fait que Total a été condamné pour réaction climatique, donc j'imagine que c'est au niveau européen. Alors, quoi ça répercute sur Total, l'activité partout sur Terre, parce que c'est un peu porté ailleurs, je vais aussi au siège social. Donc, enfin, ça fait complètement pour Total. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être répéter la question? Je sais pas si on l'a bien entendu en ligne. Oui, Du je coup, peux avant de faire, répondre. faire après? Non, mais Encore plusieurs sinon? non, non, ah oui, ok. Ouais. Ah, Ouais. vous voulez que... Bah, ou s'il y a Comme vous des voulez. personnes pour le moment. En ligne, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat également. Est-ce que je peux dire ton prénom? Adam. Adam. Merci. Il y en a une juste derrière. Annie, vas-y. Oui, c'était pas ça présenté. Vous votez les autres partis de gauche sur ces questions environnementales, sur les questions sur lesquelles les Verts se sont battus. Ouais, je commence par celle-là, je finis par Total. Donc Annie me demandait comment voter les autres partis de gauche au Parlement européen sur toutes les questions environnementales. Alors, je peux pas avoir une réponse univoque parce qu'il y a évidemment des détails, des textes sur lesquels on peut être en désaccord. Juste pour vous redire un peu le Parlement européen issu des élections de 2024. C'est un tiers des trois groupes d'extrême droite. La France, on tient la palme, hein, parce qu'on est le seul pays où il y a des représentants dans chacun des groupes d'extrême droite. Voilà. Nous, on est partout. Toute l'extrême droite, elle est à nous. Voilà. Je fais un peu bref, mais non, mais en plus, je dis avec le sourire, mais c'est assez désastreux. Mais voilà. Un tiers d'extrême droite, un tiers de droite. La droite des Républicains. Parce que du coup, Emmanuel Macron, ses copains, que moi je considère être de droite, mais en fait, ils siègent à gauche. Et donc, il y a un tiers, j'exagère, mais à peine. Un tiers qui est composé de tous les partis politiques d'Emmanuel Macron à la France insoumise. D'accord? Donc, une fois qu'on a en tête ce schéma-là, il faut se dire qu'on a quasiment toujours, j'ai bien dit quasiment, sur les OGM, c'est différent, j'y reviendrai, mais on a quasiment toujours voté ensemble de la France insoumise aux camarades d'Emmanuel Macron. Parce que l'attaque, l'offensive, elle est tellement forte, tellement puissante, qu'en réalité, le débat, l'espace qu'il nous reste de débat, de propositions, etc., est infime. Et donc, on se retrouve à être d'accord au niveau européen avec des gens avec lesquels on est en désaccord en France. Parce que l'offensive est trop forte. D'accord? Donc après, sur les OGM, par exemple, Pascal Canfin avait été l'un des grands défenseurs de ce donnant-donnant que je vous racontais tout à l'heure, pesticides contre OGM. J'avais l'espoir, en mon fort intérieur, que comme le texte sur la réduction des pesticides était tombé, il reviendrait de notre côté sur les OGM. Ce n'a pas été le cas. Son groupe a voté de façon quasi unanime, si ce n'est unanime, j'ai pas vérifié, mais en tout cas, si c'est pas unanime, c'est 99%, en faveur de l'introduction des OGM sur le territoire sans traçabilité, sans véritable étude scientifique, etc., etc. Et après, de temps en temps, on a des soucis aussi avec le Parti socialiste et Place Publique et Raphaël Glucksmann. En tout cas, c'est dans le rapport que le réseau Action Climat a publié hier. Maintenant, je vous avoue que j'ai du mal à voir exactement sur quoi et sur quel vote ils se basent. Encore une fois, non pas parce que je suis convaincue qu'ils sont purement écolos, mais parce que l'offensive en face est trop forte et que du coup, ce qu'on arrive à mettre au vote est de toute manière suffisamment consensuel, je sais pas comment l'exprimer, mais pour réunir l'ensemble des partis démocrates en fait au-delà de la gauche. Ouais.
Sur Total, donc c'est une décision française. D'abord, vous expliquer l'impact au niveau européen et après sur ce que peut faire Total. Parce que Total, c'est quand même des filous. Ils ont appris, un philosophe canadien qui a travaillé sur Total. Alors, il est philosophe, certes, mais il a fait un travail vraiment d'histoire et vraiment très documenté de journaliste, en fait, qui s'appelle Alain Donneau, qui a écrit de quoi Total est-il la somme, où il explique comment Total a construit une façon de passer entre les mailles du filet, en fait. Les multinationales, elles font du shopping, en fait, du legal shopping un peu. Elles vont choper les lois fiscales, mais pas que, qui les intéressent dans chacun des pays. Et Total a une histoire qui est faite de colonialisme, de domination, d'extractivisme et de tout ça, qui fait qu'ils ont beaucoup développé cette compétence-là, une compétence qui a de la valeur sur le marché du capitalisme mondial, mais voilà. La décision française, en fait, elle était attendue notamment par la justice belge qui a dit quelque chose d'assez... Il y a des paysans en Belgique qui ont porté plainte. C'était pas que contre Total, il y avait Shell aussi, mais contre des pétrogaziers. Et ils ont dit ça, ils ont dit, nous, on perd nos revenus à cause de vous. Et donc, vous devez être tenus pour responsables. Et en fait, la justice belge a dit, bah, peut-être qu'on est d'accord, mais on va attendre les Français avant de décider. Et donc, ce qu'on appelle the Farmer Case en Belgique, comme ils parlent plusieurs langues, des fois ils prennent des mots anglais, c'est plus simple pour eux. Et donc, ils attendaient cette décision-là parce que ça allait éclairer leur décision à eux. Donc ça, c'est un peu l'attente directe. Deuxièmement, c'est sur le devoir de vigilance français. Le devoir de vigilance français, qui a été adopté en 2016, il ne précise rien sur le dérèglement climatique. Et en fait, quand on a porté ce cas contre Total, on s'est dit, mince, on va plaider le fait, mais c'était en 2018. Donc depuis, il y a eu beaucoup de décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, etc. Mais à l'époque, c'était un peu le début de la défense du climat, ce qu'on appelle en anglais la climate litigation. Donc les actions en justice pour le climat, c'était vraiment le début. On était aux toutes premières actions. Et quand on porte ce cas, on se dit avec Maître Mabille, là, mon pote avocat, on se dit, OK, de toute façon, climat et droits humains, ça a un lien. Et donc, s'ils le font pas pour le climat, ils vont le faire pour les droits humains, parce que protéger le climat, ça protège les droits humains. Et donc, on est parti là-dessus. Et on a convaincu et tout ça là-dessus jusque-là. Mais on voyait bien qu'il y avait une pièce manquante à l'édifice. Et qu'en fait, si le juge voulait nous répondre, le climat n'en fait pas partie, il y avait aussi des arguments. Depuis, beaucoup moins. Mais à cette époque-là, un peu. Donc, quand je suis arrivée au Parlement européen, j'avais la volonté de faire reconnaître les écocides, mais j'avais aussi la volonté de faire en sorte que le climat soit explicitement, très clairement et très fermement pris en compte dans le devoir de vigilance européen. Et donc, on s'est battus comme des folles. J'ai comme des folles parce que c'était avec Roxane Chaplin qui travaillait avec moi à l'époque, et on s'est battus comme des dingues, et on a bossé avec les réseaux, tout ça pour faire. Et on a obtenu, et c'est nous qui avons rédigé d'ailleurs, qu'il y ait un article sur les plans de transition climatique dans cette loi sur le devoir de vigilance. Sauf que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand l'industrie demande un omnibus sur les entreprises, la première chose qu'ils font sauter, c'est ce plan climat. C'est ce plan climat. Et donc là, on avait très peur parce qu'on s'est dit, bah zut, on avait fait en sorte que du coup la loi européenne puisse influencer la décision sur Total. Et ça a été le cas parce que le juge, dans sa décision, il parle de notre article dans le devoir de vigilance européen, mais qui a été supprimé entre-temps. Mais du coup, il dit, bah, c'est pas grave, même s'il y a plus d'articles, on y va quand même et on condamne. Et donc, moi, l'enseignement que ça tire pour mes collègues au Parlement européen, pour la Commission, etc., c'est qu'en fait, de toute manière, le climat, même si c'est pas explicite, c'est dans le jeu, en fait. Et les entreprises qui sont encore concernées aujourd'hui, parce qu'ils ont coupé par beaucoup le nombre d'entreprises concernées, ces entreprises-là, elles doivent répondre au devoir de vigilance aussi sur la question climatique et avec leur scope 3, enfin bref, ça rentre plein de détails. Et le troisième impact, c'est celui que tu mentionnais aussi, tu disais, il y a un risque aussi de réorganisation des activités de Total. Par exemple, Total menace de partir aux États-Unis, ils ont commencé à mettre leur siège fiscal, enfin pas fiscal, mais en bourse, etc. Et c'est un vrai risque. Shell a été condamné par des camarades du mouvement climat mondial, mais aux Pays-Bas. Et un peu suite à ça, on peut pas dire qu'il y a un lien de causalité directe, mais c'était quand même juste après. Suite à leur condamnation, ils ont déménagé leur siège social des Pays-Bas au Royaume-Uni. On peut pas lutter contre ça. La seule réponse à ça, c'est la justice fiscale au niveau mondial, la lutte contre les paradis fiscaux et l'existence de règles pour lesquelles on se bat depuis très longtemps. Et en fait, on a raison de se battre. Et en fait, il faut les obtenir. Voilà. Bon, on a passé déjà pas mal de temps sur ce premier Ouais. point, mais il y a encore un sujet sur lequel on aurait pu revenir. Bon, on savait que ça allait être le plus gros bout de cette réunion. Tu mentionnais les nouveaux OGM. C'est vrai que les OGM, ça fait pas, c'est une lutte historique des écolos. Et vous avez là, lors de la dernière plénière,
fait une grosse campagne, notamment avec David Corman. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ces nouveaux OGM, des enjeux que ça représente? Alors, les nouveaux OGM. Quelqu'un sait ce que c'est des nouveaux OGM? Non? En fait, ils appellent ça nouvelle technique génomique. Donc, le cycle, c'est pas OGM, c'est NGT. NGT. Voilà. C'est une belle manière de dire que c'est pas des vrais OGM. Ils changent de cycle, ils changent de mot. Sauf que il y a un petit problème. C'est que la Commission européenne, pas la Commission, la Cour de justice européenne, en 2017, puis en 2023, a considéré que les NGT, donc ces nouveaux OGM, étaient en fait des OGM, des organismes génétiquement modifiés. Quelle est la distinction que fait la Commission européenne? Les OGM ancienne version consistent à mettre un gène exogène dans une plante ou dans un animal. Les NGT, les nouvelles techniques génomiques, donc les nouveaux OGM, qui restent des OGM, consistent à modifier les gènes d'une plante elle-même. Alors, ça vous fait rire, c'est marrant. Vous devriez être devant mes collègues quand vous rigolez comme ça, parce que ça, ils comprendraient un peu des choses. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, ce qu'ils nous disent, c'est les mutations génétiques, elles peuvent intervenir dans une plante de façon naturelle. Il peut y en avoir 1, 2, 3, 4. Si, c'est vrai, ça peut intervenir. Je veux dire, les espèces, elles ont évolué au fil du temps. En général, c'est assez lent. Voilà, donc là, c'est un peu plus rapide. Mais pour s'adapter notamment au changement du climat, au terrain dans lequel elles sont implantées. Enfin, voilà, ça peut intervenir. Donc là, ils disent, on crée cette nouvelle catégorie. Et évidemment, l'argument, je vous donne dans le mille, c'est l'adaptation au dérèglement climatique. Et aussi, ils disent, pardon, en ligne, je suis désolée, il y en a un qui me fait rire dans la salle parce qu'il arrête pas de rigoler. Mais, mais c'est pas de ma faute, là, je vous raconte ce qu'ils racontent. C'est pas ce que moi je raconte, c'est ce que eux racontent. Et ils disent aussi, et par ailleurs, comme on veut réduire l'utilisation des pesticides, en fait, il faut qu'on autorise ces mutations parce que dans ces mutations, il y en a qui permettent d'être plus résistants aux insectes, etc. Voilà. Donc, c'est un peu ça l'enrobage. Je suis d'accord, ce n'est qu'un enrobage et c'est une grosse blague. Oui, c'est comme ça qu'ils nous l'ont vendu. Bref. Et du coup, ils ont créé 2 catégories. Et ils disent, il y a une catégorie où il y a quand même beaucoup de changements génétiques. Donc, on va faire en sorte que ce soit un peu plus simple que sur les OGM traditionnels, mais ça va quand même respecter un certain nombre de principes, de règles qu'on a mis en place pour les OGM. Alors, on a parfois le sentiment que les OGM sont interdits en Europe. C'est pas le cas. Juste, les OGM sont extrêmement encadrés. Et du coup, on a un type de maïs qui est autorisé sous serre, de façon protégée, etc. Mais je veux dire, c'est pas dogmatique. Il y a des examens et il y a des conditions, des critères, un cadre. Et donc, ils ont dit, bon, on va un petit peu alléger ce cadre, mais globalement, quand il y a trop de mutations, quand même, il faut qu'on fasse un peu gaffe. On préserve le principe de précaution. Et donc, on demande quand même des études sanitaires, environnementales et compagnie pour voir quel effet ça a. Ça encore, ça va. Là où le bas blesse, ça c'est la catégorie NGT2. Là où le bas blesse, c'est qu'ils ont créé une catégorie NGT1. Et cette catégorie NGT1, elle permet jusqu'à 20 mutations génétiques, ce qui est pas rien. Les scientifiques et les médecins sont exprimés à plusieurs reprises, en France et ailleurs, mais en France, vous pouvez les trouver dans le monde. Ils ont fait beaucoup de tribunes d'explications, de pédagogie pour expliquer qu'en fait, on maîtrisait pas du tout ce qui était en train de se passer. Donc, cette catégorie NGT1, il y aura quelques études, mais enfin, franchement, c'est plus que léger. Il n'y aura pas de véritable principe de précaution, pas de véritable étude sanitaire et environnementale. Il y aura 2, pas de traçabilité. C'est-à-dire que l'agriculteur qui veut utiliser ces plantes, il sait aller sur un catalogue en ligne pour les commander. Mais l'agriculteur qui est à côté, il n'est pas obligé de savoir. Donc, t'imagines un agriculteur bio qui essaie de se protéger, de savoir est-ce qu'il y a des pesticides à côté. Aucune idée. Il n'y a aucune obligation de savoir. Et vous, quand vous allez faire votre marché, aucune obligation de savoir non plus. Zéro traçabilité, ni vis-à-vis des professionnels, ni vis-à-vis des consommateurs. Rien. D'accord? Et le 3e sujet, c'est les brevets. Les brevets. C'est-à-dire qu'on est déjà dans une situation de monopole. Alors, elle est bien pire aux États-Unis qu'en Europe, mais enfin, on a 6 firmes qui détiennent déjà 40% des semences. Et en fait, on va accroître leur capacité de détention des semences. Alors, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais ce que Vandana Shiva m'a raconté, c'est que dans le Wisconsin, on n'a plus le droit de planter dans son jardin.
si on n'a pas acheté les droits de plantation. Enfin, ça s'achète quand tu achètes les graines, quoi. Mais tu reverses, Enfin, c'est de la folie, en fait. Tu n'as pas le droit, toi-même, de replanter les plantes de ton propre jardin. Donc, à vérifier encore une fois. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la pente qu'on est en train de prendre. Tout le vivant est en train d'être privatisé. Et cette décision de permettre à tout le monde de créer des brevets, ça annule complètement les protections qu'on avait mises en place pour les paysans, où on avait mis en place des certificats d'obtention végétale, enfin bref, pour protéger un peu les paysans, que justement ils puissent replanter ce que eux touchaient eux-mêmes. Et donc, enfin, voilà, on est non seulement dans l'introduction irréversible d'espèces sur lesquelles on n'aura par ailleurs aucune traçabilité, mais en plus de ça, dans une privatisation encore intense et accrue du vivant. C'est défendu par les plus gros, évidemment. C'est comme la PAC, elle a été faite pour les riches, pas pour les plus pauvres, pas pour les paysans autonomes, et voilà. Et là, de la même manière, on autorise des nouveaux OGM qui sont faits pour les plus gros, pour l'agro-industrie, et pas pour les petits paysans autonomes. Et je peux vous donner un exemple de ça, après je me tais. Mais moi, je trouve qu'on a quand même plutôt tenu le timing. Mais voilà. Mais l'exemple, c'est les territoires d'outre-mer, territoires dits d'outre-mer. D'accord? Et je vais vous prendre notamment l'exemple des Antilles, de la Guadeloupe et de la Martinique. Les anciens esclaves, les anciens propriétaires d'esclaves ont lancé des grandes bananeraies sur lesquelles ils ont utilisé pendant des années du chlordécone, qui était répandu par les agriculteurs eux-mêmes. Ces grands exploitants bananiers sont les premiers défenseurs de l'acétamipride épandue par drone. Parce qu'en fait, ils sont sur des terrains escarpés. Et donc, ils ont besoin de balancer sur les travailleurs agricoles, qui sont des descendants d'esclaves et noirs aujourd'hui encore, de l'acétamipride qui protège leurs bananes, mais qui en fait va ruiner la santé des sols, mais d'abord et surtout, et avant tout, des travailleurs et des travailleuses agricoles. D'accord? Bien, ce sont ceux-là qui ont fait un plaidoyer dingue pour que les nouvelles techniques génomiques soient autorisées au niveau européen. C'est-à-dire qu'ils vont continuer à s'en mettre plein les poches. Quand vous parlez aux petits paysans, aux petits agriculteurs et du coup descendants d'esclaves, aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, eh ben, ils vous disent qu'ils veulent ni pesticides ni nouveaux OGM. Et qu'en fait, eux, ce qu'ils ont envie, c'est d'œuvrer à l'autonomie alimentaire de l'île et donc à la diversification des cultures. Voilà. Et donc ça, c'est le signe de ce que représentent au fond les NGP pour moi, cette profonde injustice et envers la terre et envers la justice. Merci beaucoup. On a une dernière question en ligne qui s'est posée, mais plus sur de l'anticipation, parce que bon, on a vu qu'il y a plusieurs volets d'omnibus, mais est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir un peu plus de visibilité en amont pour essayer de se mobiliser? Ouais. On voit que l'opinion publique peut être un levier, mais comment est-ce qu'on peut faire concrètement pour soutenir vous soutenir, vous, les eurodéputés, dans votre travail? En fait, on a des programmes de travail de la Commission européenne, hein. Mm. Notamment tous les 6 mois, ils mettent à jour, etc. Des fois, ils nous prennent un peu de cours. Par exemple, on attendait un plan d'action pour le logement, ils avaient annoncé ça en décembre, donc on a fait un plan d'action pour décembre. Là, ils viennent de nous dire que ce sera le 9 septembre, donc en fait, on n'a plus le temps de faire quoi que ce soit avant que ça arrive. Donc bon, des fois, ils nous prennent un peu de cours, ils changent les dates, comme ça, des fois, ils reportent aussi. Des fois, ils nous promettent des textes qui n'arrivent jamais. Mais on a quand même un plan de travail. Après, nous, on a une difficulté pour vous aider à vous engager avec nous, qui est qu'on est trop petit. Euh, C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à mener la bataille sur tous les fronts. Et ça, c'est un constat aussi. Quand on a moins d'élus, on a aussi moins de staff. Le groupe a perdu près de 50 salariés en 2024. Ça nous empêche de pouvoir vraiment mener une campagne sur tous les fronts, mais aussi de créer les outils pour que vous soyez informés. Et donc, ben, c'est difficile pour nous aussi. Voilà. Maintenant, on essaye de tenir les gens au courant. Justement, on travaille, étant donné qu'on a moins de ressources, aussi avec le Parti vert européen, à essayer de faciliter un peu les outils disponibles pour les partis. C'est dur, c'est du travail, en fait, de rendre toutes ces infos accessibles et saisissables. On compte beaucoup sur les ONG, hein, qui sont présentes à Bruxelles, qui font du travail, mais qui, elles aussi, voilà, font couper, doivent réduire leurs effectifs. Il y a aussi eu énormément de licenciements. Dans un contexte aussi, j'en ai pas parlé, mais vraiment de chasse aux associations environnementales. Voilà, donc on essaye de faire ce qu'on peut au mieux et j'ai pas de réponse toute prête à apporter, mais soyez certains qu'on essaye du mieux qu'on peut et qu'on est aussi preneur de toutes les bonnes volontés. Voilà. C'est un appel aux bonnes volontés. Du coup, merci Christina pour cette question. Et bon, on peut essayer peut-être, si je mets le son au maximum, peut-être qu'on t'entendra dans la salle. Tu voulais rebondir justement sur les NGT?
pas si tu es encore parmi nous. Si, elle est là. Et elle est là avec la main Oui. levée, mais le micro coupé. Christina, ton micro est coupé si jamais. Non, je peux- Ouais, désolée, Ouais, ça effectivement. y est. Merci, je ne sais pas si vous m'entendez. C'était juste pour voilà, remercier d'abord Marie parce que je trouve que c'est un super récapitulatif et en même temps qui ouvre quand même quelques aspects un peu plus optimistes parce que j'étais complètement passée à côté de cette victoire sur Total juridique et j'ai l'impression, enfin voilà, c'est quand même très important. J'ai l'impression que ces derniers temps, on est plutôt sauvé par le juridique par rapport aux autres évolutions. Et deuxièmement, c'était juste pour dire qu'on a travaillé au sein donc, de la Commission Europe sur un communiqué de presse qu'on a au niveau des MTG et qu'on a fait signer aussi par la Commission Biodiversité et par la Commission Agriculture. Voilà, donc je ne sais pas exactement où ça en est, si l'Aminata l'a déjà passé, mais il doit être publié incessamment sous peu. Donc, qui explique aussi un petit peu l'enjeu, parce que je pense que c'est complètement ignoré, cette histoire de 20 mutations, et que le fait que maintenant, après cette victoire historique qui était en fait les organismes génétiquement modifiés et leur absence sur le sol français et tout ça, dans quelle mesure ça, on est revenu en arrière par rapport à ça. Voilà. Merci beaucoup, Christina. Et donc, effectivement, il y a un communiqué de presse qui est en cours de finalisation porté par la Commission Europe et les deux autres commissions que tu mentionnais. Donc, on le partagera sur les différents réseaux dès qu'il sera sorti. Euh, Faut qu'on passe au deuxième point. Est-ce on prend encore une question? Allez. Le timing? Ouais, allez. N'hésitez Ça pas à met vous personne. présenter quand vous prenez la parole. Bon, bon, alors, moi, c'est Jean. Bon, alors, honnêtement, sur les OGM, bon, je suis un ignare. Et donc, j'ai simplement deux questions deux questions pour bien comprendre. Premièrement, existe-t-il de bons OGM? Et deuxièmement, deuxièmement, ça répond sans doute à la première question. Est-ce que tous les OGM ont été conçus pour donner des semences stériles, ce qui fait qu'il y a, enfin, ce qui fait qu'il est effectivement impossible d'en sortir. Voilà. Alors, Ouais, c'est pas facile parce qu'il y a la théorie et la pratique. d'accord. Je pense qu'en théorie, il peut y avoir de bons OGM. Alors, bons OGM, non. Enfin, je n'irai pas jusque-là. On va parler des droits de la nature si on a le temps après. Et je pense que la nature a suffisamment de ressources pour nous permettre de nous adapter si tant est qu'on la respecte. Voilà. Ça, c'est mon approche de base. Maintenant, il y a aussi des réalités, etc., qui font que, bon, théoriquement, si c'est suffisamment encadré, avec suffisamment d'études, pourquoi pas? Voilà, j'ai envie de dire. Enfin, pourquoi pas? J'aimerais qu'on n'en arrive pas là, mais bon, enfin, voilà. Donc, je ne sais pas si on peut dire bons OGM, mais on peut imaginer avoir des OGM qui ont le moins d'impact négatif possible, tout en ayant des impacts positifs parce que plus facile, etc. Et puis, il y a la pratique. La pratique, c'est qu'en fait, les détenteurs de brevets, que les producteurs de ces OGM, ils cherchent pas à faciliter la vie des paysans. C'est pas vrai. Ils cherchent à les rendre, ils cherchent le profit. Ils cherchent à les rendre dépendants, au détriment de tout le reste. Je pense pas qu'ils aient envie de porter atteinte à la nature. C'est pas ça le sujet. Ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent. Et de fait, dans la vraie vie, les OGM dans lesquels il a été investi, qui ont fait l'objet de brevets, qui sont mis en vente aujourd'hui, euh, sont principalement stériles. Peut-être pas tous, mais en tout cas principalement. Et, et ont cette vocation-là, à faire en sorte, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on ne puisse plus planter les graines de son propre jardin, mais à ce qu'on est en permanence à faire appel à de nouveaux semenciers. Merci donc pour ce premier point. Je suis désolé, il y a encore une question en ligne. On va pas pouvoir la prendre niveau timing.
peut-être que si à la fin on a encore un peu de temps, on pourra la prendre. Et si jamais tu veux poser une question à un autre moment sur une des autres séquences, on prendra ta parole en première. Euh, Quand on parle d'écologie, tout le monde est touché, mais parmi les personnes qui en sont victimes, les publics les plus précaires sont les premières victimes de tous ces reculs environnementaux et du dérèglement climatique. Et justement, s'il y a bien un volet sur lequel l'Union européenne est très peu présente, c'est la question sociale. Et ça nous fait une belle transition vers le deuxième point, qui est un vote qui a eu lieu aujourd'hui sur une harmonisation, en tout cas une coordination des systèmes de solidarité des différents États membres. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment est-ce que ça va changer et faire un retour plus global sur l'Europe sociale et... Sur l'Europe sociale, ouais. La stratégie pour Ouais. voter. Oui, Et et la la stratégie pour stratégie voter. pour voter. C'est Et d'ailleurs, Anya, tu me demandais tout à l'heure, et l'adaptation au dérèglement climatique, et donc notre proposition. Et non, mais enfin, il y a un lien entre tout ça, parce que évidemment, les plus vulnérables sont les premiers touchés. Je veux dire, quand il fait 40 degrés dehors et qu'on est sans abri, en fait, enfin, la situation, elle est autrement plus compliquée que quand on est au Marriott. D'ailleurs, il faut qu'on le mette dans l'intervention demain, l'affaire de la Commission. À la Commission européenne, en fait, il y a le personnel qui travaille en bas et les commissaires qui travaillent en haut. Ils ont mis la clim en haut. Ils ont coupé la clim en bas. Vous vous rendez compte? C'est l'illustration de l'injustice, même si je ne plains pas les fonctionnaires européens. C'est les fonctionnaires les mieux payés du monde, je pense. Donc, mais quand même, je veux dire, en termes de mépris social et de ce que ça révèle, je trouve que c'est extrêmement puissant. Voilà. Et donc, il y a un lien entre cette inaction climatique, le plan de lutte contre la pauvreté, il y a un lien entre l'Europe qui agit ou n'agit plus pour le climat et la question sociale. Enfin, tout ça est intrinsèquement lié. Et je pense que c'est aussi pour ça, et parce qu'on en est tous convaincus, qu'on est tous et tous ici dans cette salle. Le vote d'aujourd'hui, c'est une victoire. Ça fait des années que ça attend. Et c'est vrai que moi, j'ai même pas eu à travailler sur le sujet parce qu'en fait, ça fait trop longtemps. Et il y a des textes, je vous ai dit tout à l'heure comme ça, il y a des textes qui reportent, il y a des textes qui avancent, il y a des textes qui reportent. Et il y a des textes qu'on ne cesse de reporter. Par exemple, la directive contre la discrimination, ça fait plus d'une décennie qu'on l'attend, quoi. Système de sécurité sociale, c'est pareil, c'était pas c'est pas depuis que je suis élue en 2019, c'était avant. Alors, c'était juste avant, donc ça fait pas 10 ans, mais enfin, ça fait quand même un petit bout de temps, quoi, qu'on l'attend. Et en gros, il y avait déjà quelques règles, hein. C'est juste une avancée supplémentaire, mais l'Europe, elle essaie quand même de travailler sur le fait que oui, on a la liberté de mouvement aussi pour les travailleurs. Vous vous rappelez cette histoire directive Bolkestein, le plombier polonais, menacé de dumping social, etc. Et donc là, ce qu'on a voté aujourd'hui, c'est le fait que on puisse avoir droit, par exemple, entre autres, aux allocations chômage ou retraite, même quand on vit dans un pays dans lequel on n'a pas travaillé, mais du coup, on peut avoir droit aux cotisations qu'on a eues dans le pays dans lequel on a travaillé. Et ça, c'est important dans une Europe qui permet la libre circulation des gens. C'est extrêmement important pour les travailleurs transfrontaliers. Bon, on a aussi des routiers qui se baladent à travers l'Europe, ça, donc eux, ils ont un statut un peu à part. Et c'est plus compliqué de négocier pour eux que pour d'autres. Mais voilà, on essaye de faire avancer petit à petit cette Europe sociale, c'est celle qui prend soin des gens, à minima, qui leur permet d'avoir les avantages sociaux auxquels ils ont droit. Voilà. Et donc ça a mis beaucoup de temps à être débloqué. Et c'était une belle idée. Mais il faut quand même savoir qu'on est dans une Europe dans laquelle la pauvreté à minima persiste, mais à chaque crise empire. C'est-à-dire qu'on est à près, pas tout à fait, on est encore en dessous, mais quand même à près de 100 millions d'Européennes et d'Européens en situation de pauvreté ou en risque d'exclusion sur le territoire de l'Union européenne, sur 450 millions de personnes. Ce que ça veut dire, c'est qu'un adulte sur 4, c'est énorme, est en pauvreté ou en situation de pauvreté, ou en risque de pauvreté, pardon. Et que plus d'un enfant sur 5. Un adulte sur 4 et plus d'un enfant sur 5. Non, c'est le contraire? Pardon, c'est le contraire. Un adulte sur 5 et plus d'un enfant sur 4. Ouais, t'as raison de me reprendre, Anne. J'ai dit que j'étais pas hyper bonne avec les chiffres. Mais voilà. C'est une situation qui est dramatique. Aujourd'hui, elle empire dans un pays comme la France, au hasard. OK? Et il y a des pays dans lesquels elle recule. Mais ce qui est sûr, je vous l'ai dit, c'est qu'à chaque crise, ça revient. La crise Covid, la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Ça a été des moments, et la guerre qu'on traverse aujourd'hui, le détroit d'Ormuz, l'Iran, le détroit d'Ormuz, la hausse des prix de l'énergie. C'est à chaque fois des moments où la pauvreté réaugmente. Et donc, en fait, on n'arrive pas à la résorber. Et tu as raison, Lucas, l'Europe sociale, elle existe peu. Pourtant, depuis l'année 2000, l'Europe a pris des engagements pour l'Europe sociale. On a inscrit l'objectif de cohésion sociale dans les traités.
après les années 2000. On a adopté des piliers, le pilier européen des droits sociaux, des feuilles de route. Parfois, on a même adopté des dates avec des objectifs derrière. Seulement, rien de tout ça n'est contraignant, d'une part. Et d'autre part, il n'y avait pas de boîte à outils pour concrétiser, pour atteindre les objectifs qui étaient fixés et qui restaient de ce fait des objectifs en l'air. Et donc, on s'est beaucoup battu. Et je le dis beaucoup, ce qu'on considérait comme étant des victoires sous l'ancienne mandature, aujourd'hui, c'est impensable. Donc, on considère aujourd'hui ce qui était des échecs dans l'ancienne mandature comme des victoires. D'accord? Vous m'avez suivi ou pas? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart du temps, quand il y a des petits reculs, nous, on est déjà contents. On trouve que c'est une victoire. Et là, on a une vraie avancée. C'est-à-dire un pas de plus. C'est-à-dire que quand je vais vous dire ce que c'est, vous allez peut-être dire, OK, mais c'est pas le changement dont on rêve. OK, d'accord, mais c'est un pas en avant. Donc déjà, c'est une énorme victoire pour nous aujourd'hui. OK? Et donc, l'Union européenne s'est dotée de la toute première stratégie de lutte contre la pauvreté. C'est-à-dire qu'elle a dit, OK, on s'est fixé tous ces objectifs. Maintenant, il faut qu'on arrive à le traduire dans les actes. Est-ce que c'est contraignant? Non. Est-ce que ça change la logique économique, sociale, environnementale, de rapport au monde, de géopolitique? Non. OK? Par contre, il y a des boîtes à outils assez concrètes et qui engagent les États membres. Par exemple, l'Union européenne, elle dit, OK, donc on a un système de coordination pour que les gens atteignent les objectifs du pilier des droits sociaux de l'Union européenne. Sauf que on ne sait jamais qui s'y pointe, etc. Là, il y a une obligation pour chaque État de désigner une personne qui soit en charge de la lutte contre la pauvreté. Et ces personnes, elles seront en charge de suivre et sera toujours la même. Et normalement, c'est écrit de façon à ce que les États, ils mettent quelqu'un qui a un peu de pouvoir quand même et qui doit rapporter et qui sera comptable quelque part des résultats. Et c'est écrit de manière à ce que ce soit pas seulement les députés, les ministres chargés des affaires sociales qui soient impliqués, mais aussi les ministres de l'économie et des finances, qui est quelque part des comptes à rendre. Et donc, on a aussi changé les indicateurs, notamment les indicateurs du semestre européen qui gère la gouvernance de l'Union européenne. Et donc, il va falloir rapporter. Il va falloir rapporter plus que ce qui est fait aujourd'hui. Donc, ça, c'est un début, hein, c'est pas un point d'arrivée, mais on va changer les instruments de mesure. D'abord, pour essayer de trouver ces missing poor, les pauvres manquants aux statistiques, donc les femmes, les migrants, etc., qu'on voit très mal. Donc, essayer de changer les indicateurs pour mieux les adapter, mais aussi pas seulement sur une réalité monétaire, mais aussi sur une réalité de vécu. Parfois, on a assez d'argent, mais comme on habite à 100 km de son travail, ben, en fait, tout l'argent, on le dépense pour acheter de l'essence. Enfin, voilà. Donc, essayer d'adapter et d'ajuster un petit peu et d'avoir des résultats. Et donc, normalement, derrière, bien dit normalement, quand on demande des économies aux États, eh ben, en fait, on va quand même ajuster à l'atteinte des objectifs de lutte contre la pauvreté. Il y a aussi une reconnaissance de la discrimination socio-économique, la pauvrophobie, avec une demande à l'Agence européenne des droits fondamentaux de fournir un état des lieux de la condamnation de la pauvrophobie à travers l'Union européenne. Il y a déjà plusieurs États qui le condamnent, la France, l'Irlande, l'Espagne, la Belgique, qui est en tête sur tous les enjeux liés à la lutte contre la pauvreté. Je regarde Maïnou parce qu'il est belge. Voilà. Mais, et du coup, de formuler aussi des recommandations à l'Union européenne sur la façon, et aux États membres sur la façon dont on peut condamner, mais au-delà de condamner dans la loi, faire avancer la lutte contre le mépris de classe, parce qu'au fond, c'est de ça dont il s'agit. Donc, tout ça, c'est dans la feuille de route, avec un point qui était le plus important, le point numéro 1 pour l'intergroupe que j'ai relancé et que je préside de lutte contre la pauvreté, qui est celui de la participation des personnes en situation de pauvreté. En fait, on fait souvent des politiques. On dit, ouais, ça c'est bien, ça va lutter contre la pauvreté. On ne demande jamais leur avis aux gens. Mais ça va lutter contre le sans-abrisme. Sauf que si tu sais pas que le sans-abri, en fait, l'un de ses principaux points d'appui émotionnel qui lui permet d'affronter le monde, c'est son animal de compagnie. Dans ce cas-là, tu ouvres des refuges où ils peuvent aller la journée, certes, mais il n'y a pas l'animal de compagnie. Donc, en fait, ils y vont pas. Et ça, c'est qu'un exemple. Quand on fait de la rénovation dans des quartiers populaires, si tu ne demandes pas aux gens ce qu'ils veulent, en fait, tu vas faire de la rénovation, les gens, en fait, ils vont perdre leur logement, ils vont être séparés de leur famille, ils vont perdre leurs habitudes. Ben, en fait, ça va pas bien se passer. Et on pourrait égrener les exemples dans lesquels la participation, en fait, elle est indispensable. Pourquoi? Parce que les gens qui vivent la situation de pauvreté sont les meilleurs experts de ce qui leur arrive. Point barre, quoi. Et les économistes, tout ça, les experts, c'est bien sympa, c'est utile, on a absolument besoin d'eux. Mais en fait, le savoir le plus important, le plus crucial, il est dans les mains de ceux qui vivent, ceux qui traversent. Donc ça, c'est quelque chose qui va être répandu dans l'Union européenne. Et puis le dernier point, et ça on l'a arraché juste au dernier moment, c'est que la Commission européenne, dans sa communication, elle a écrit « Tout doit être poverty proof ». Alors, poverty proof. Ah, je vais expliquer, t'inquiète pas, j'arrive. Mais il y a des termes qui font mieux en anglais comme ça, poverty proof. Ça veut dire imperméable à la pauvreté. Et pourquoi ils font ça?
parce que je les tanne. Vous m'avez certainement déjà entendu parler de ça, mais avec mon affaire de droit de veto social. Le droit de veto social, ça dit quoi? Ça dit qu'aucune loi, aucun budget, aucune réforme ne doit aggraver la condition de ceux qui sont déjà en situation de précarité. Poverty proof, ça veut dire ça. Pour l'instant, c'est une phrase. Il y a des journalistes qui m'ont dit, oui, mais c'est une phrase, c'est pas développé. Je dis, oui, mais cette phrase est en gras. Et il y a très peu de phrases en gras. Donc, moi, je vous dis pas qu'on a tout obtenu. Ce que je vous dis, c'est qu'en fait, on a arraché ces mots et qu'on va les tenir responsables de ces mots-là et qu'on est en train d'élaborer un sacré plan de bataille. On va aller chercher tout le monde pour promouvoir le fait qu'on étudie vraiment l'impact des textes de loi socialement sur les gens avant de prendre des décisions. Et qu'on puisse plus dire on a fait ça, oui, oui, c'est bien pour les gens, mais qu'en fait, on n'est pas regardé en fait, exactement ce que ça voulait dire pour eux. Et donc, de réussir à faire en sorte qu'il y ait cette évolution-là. Il y a des fonctionnaires qui sont ravis, notamment ceux qui sont en charge des études d'impact socio-économique, qui sont très contents si on leur donne plus de travail, donc ils rêvent que de ça. Donc, on s'attelle à essayer de leur donner plus de travail. Mais voilà, on va essayer de pousser dans cette direction et c'est vrai que c'est vraiment important. Et je pense qu'on peut réunir une grosse coalition d'acteurs au niveau européen en faveur de ce changement et qui est devenu l'une des principales demandes d'ailleurs du groupe Vert en matière sociale sous cette mandature. J'aurais encore plein de trucs à vous dire. Par exemple, j'avais dit que je ferais un teaser sur la question du logement qui est cruciale, sur la condition de la précarité. Si vous avez des questions à me poser, vous me dites. Mais du coup, on avance pas mal dans le temps. On va peut-être prendre deux questions sur cette partie, peut-être sur le logement. Est-ce qu'il y a quelqu'un Vous n'êtes pas qui obligé. a des... ou en ligne Des questions également, sur le n'hésitez côté. pas soit à taper votre question, soit... Bon, là, visiblement, ça a marché de prendre la parole. Bah, les Benoît. Bonjour Je Benoît. t'attendais sur le premier cycle, toi, plutôt. Ouais, j'ai plein de questions, mais c'est un bon sujet. Du coup, sur le logement, bah, question concrète, est-ce qu'il va y avoir des sous qui vont y avoir sur le logement? Ou ça va pas jusque Est-ce qu'il va y avoir des sous sur le logement? C'est la question, parce qu'elle vient du fond de la salle. Donc, si on l'a pas entendu en ligne, une autre question où on répond et on passe à la suite. On répond et on passe à la suite alors, parce qu'on est un peu pris, je t'en prie. Pas de problème. Cool, merci Benoît. Du coup, je vais vous parler de logement. Alors, la réponse est oui. Alors, je suis à Strasbourg. Parce que normalement, je dis oui, la réponse est oui. Et en plus, vous savez quoi, c'est super chic. Ça va être disponible en direct pour les collectivités. Bon, du coup, c'est un peu chiant, ça arrive un peu tard. Mais bon, c'est quand même suite au plaidoyer lancé par la métropole de Lyon, qui a réuni un certain nombre de villes européennes. Et donc, c'est grâce à un plaidoyer écologiste que des fonds vont être disponibles et rendus accessibles directement aux collectivités pour faire du logement. Maintenant, comme j'ai dit, je vous faisais un teaser et je veux quand même en parler. Je veux quand même parler un peu des combats qu'on mène au niveau européen. D'abord, c'est un plan sur le logement abordable. Le logement abordable, pour nous, quand on est français, qu'on a un logement social, etc., on sait quand même un peu ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on se batte pour garantir le fait que l'argent pour le logement abordable aille d'abord à celles et ceux qui en ont le plus besoin et pas à celles et ceux qui pourraient s'en sortir sans les investissements publics. D'accord? La situation du logement, elle est tendue pour tout le monde. Je ne vais pas prétendre que c'est pas le cas. Mais par contre, il y a des gens qui ont encore plus besoin que d'autres. Et donc, comment est-ce qu'on garantit le fait que ce soit bien fléché? Ça, c'est un vrai enjeu sur lequel on doit encore se battre. La deuxième chose, on s'est beaucoup démené. Et là, je dois dire qu'on s'est fâché avec les socialistes. Voilà. Des fois, les socialistes français, ils se cachent un peu. Donc, quand ils sont pas obligés de voter, ils vont avoir piscine, ils vont au resto, machin, tout ça. Et des fois, on est un peu pénible et donc on les oblige à voter. Et donc, dans ce genre de cas, les Français, ils votent avec nous, mais enfin, le reste de leur groupe vote pas avec nous. Donc là, voilà. Sur le logement, les socialistes, à part les Français, ont voté avec, et les Belges, francophones, ont voté avec la droite, globalement. Et ils ont voté plusieurs logiques. Un, criminalisation de toutes celles et ceux qui ont peine à trouver un logement, notamment du squat. Et ça, c'est un vrai sujet de conflit très fort, très sévère, où nous, on n'a pas de tolérance. Enfin, voilà, pour nous, c'est une ligne rouge absolue. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui squattent, ok, il y a peut-être 2-3 criminels dans le tas, mais enfin, 90% des gens sont des gens qui ont besoin qu'on leur permette de vivre dignement sous un toit. Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment notre combat. La deuxième chose, c'est que la logique inhérente qui est promue par la droite européenne et qui est pour l'instant l'espèce de boussole de la politique européenne qui est en train de s'élaborer en matière de logement, c'est
Construire, construire, construire. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez du plan du gouvernement qu'il a présenté un petit peu après la Commission européenne et qui dit construire, construire, construire. Donc, c'est un peu la même logique. C'est-à-dire qu'on fait sauter tous les permis environnementaux, tout ça, l'examen des sols, la non-artificialisation, tout ça, on fait péter ça. Mais aussi derrière construire, 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 c'est mon troisième point, il y a le fait d'adoucir, d'assouplir toutes les règles de financement. Et là, je parle plus des HLM et compagnie, je parle vraiment des règles sur le marché. En fait, on est en train de revenir à, voire même pire, les règles qui étaient en vigueur avant l'éclatement de la bulle financière, qui était une bulle immobilière de 2007-2008. C'est-à-dire que ce qu'est en train de prendre, la direction qu'est en train de prendre l'Union européenne, c'est de dire on allège toutes les capacités d'emprunt. Et donc, on va retourner vers des emprunts toxiques pour construire, construire, construire auprès des ménages qui n'ont pas tous les moyens de rembourser. Et on va se retrouver comme en Espagne, avec des milliards de bâtiments vides ou à moitié vides, et des gens qui n'ont pas de logement, des propriétés détenues par des fonds vautours, et voilà, une financiarisation complète du logement. C'est ça qui est en train de se passer, donc je vous le dis aussi. On gère ça avec Maïno, tant en commission logement qu'en commission des affaires économiques et monétaires. On ne sait pas comment se battre contre ça, c'est compliqué. Et là, comme je vous l'ai dit, globalement, il y a nous et la gauche, le groupe de la gauche, c'est là où le siège la France Insoumise, les communistes portugais, enfin, les 5 étoiles. Mais on n'est plus que deux groupes quoi, à tenir bon. Et là, voilà, c'est un peu compliqué. Après, bonne nouvelle. Et je finirai là-dessus aussi. J'aime bien finir sur des bonnes nouvelles, comme vous l'avez vu. L'Union européenne, elle avait pris une approche du logement qui était purement techno, quoi, enfin vraiment techno. Donc, on n'a pas encore réussi à mettre la participation dans la politique du logement, mais on a réussi à y insérer une chose, c'est la question du logement digne, du logement sain, du logement insalubre. Ils n'y avaient pas pensé. C'est ça qui est fou, en fait. C'est qu'ils n'y avaient pas pensé. Et donc, on arrive à se faufiler petit à petit. On a réussi à faire répondre. C'était le Danemark qui était président de l'Union européenne l'automne d'avant. Genre, là, c'est l'Irlande qui vient de commencer, mais avant, c'était le Danemark. Et en fait, le gouvernement danois, la ministre a dit, mais vraiment, on n'a jamais pensé à... Bah, on va regarder. Donc, c'était vraiment drôle. Et en fait, on a vraiment monté un plaidoyer avec à la fois des éléments techniques, des experts et des témoignages des gens qui racontaient un peu leur vie. Et aujourd'hui, l'Union européenne, quand elle parle de logement, notamment pour les plus vulnérables, elle parle des moisissures, elle parle de bouilloires thermiques, elle parle des ascenseurs qui vont pas, elle parle de ces logements qui rendent malades. Donc, on n'est pas encore au point où il y a des actions qui sont prises, mais encore une fois, quand on fait un constat et qu'on le met dans les textes officiels, ça veut dire que normalement, il y a des actions qui suivent. Et donc, voilà, là aussi, on va continuer à se bagarrer. D'ailleurs, on fera un super événement les 14 et 15 octobre au Parlement européen avec une matinée sur le logement insalubre, une autre sur les quartiers populaires, parce que l'Europe n'a pas de politique en matière de quartiers populaires. Malheureusement, ce ne sera pas à Strasbourg, ce sera à Bruxelles. Je suis désolée, mais vous êtes bienvenus si vous le souhaitez. Merci. Je propose qu'on aille assez rapidement sur le dernier grand point qu'on allait aborder ce soir, en permettant ensuite de poser des questions peut-être de façon plus globale. En tout cas, la transition est plus trouvée puisque la dernière séquence est sur les droits de la nature, c'est donner une voix à ceux qui ne peuvent pas en avoir une. Ouais. Ce que tu décrivais aussi avec la stratégie Pauvreté, c'est aussi porter la voix des personnes qui sont les plus démunies, qui n'ont pas forcément la possibilité de faire valoir leurs droits. À Strasbourg, on a eu différentes choses sur les droits de la nature, notamment le Parlement du Rhin, qui a été une association qui s'est lancée, qui s'est essoufflée. Il y a toute la question de comment on fait valoir les droits de la nature et les droits du Rhin. Je crois que le Parlement de la Loire, ils étaient allés jusqu'au bout du process pour faire valoir les droits du fleuve la Loire. On a un intérêt prégnant actuellement avec la situation dans laquelle on est. On voit que tout brûle, que les choses sont dans un état catastrophique, que des animaux meurent aussi en quantité faramineuse avec les températures qu'on connaît ces dernières semaines. Et les feux de forêt aussi, évidemment. Et donc, du coup, l'idée, c'est un peu de t'entendre sur ce sujet-là qui est, je pense, au cœur de ton engagement aussi, et sur lequel tu as beaucoup travaillé, porté des choses, parce que ça fait partie aussi des choses qui semblent, pour moi, fondamentales si on veut continuer à légiférer en tant que ce que tu portes comme mandat au niveau européen. Mais quel que soit le mandat en fait, qu'on porte, on ne peut plus faire sans tenir compte de la nature et comment on la prend en compte. Et on est encore bien loin du changement, comme on a pu le voir avec les différents résultats des élections et certainement des prochaines, d'avoir ce souci-là au cœur de notre réflexion et dans notre façon de faire des politiques publiques. Donc, si tu veux bien dire quelques mots là-dessus, ça serait super. Elle a trop bien introduit.
J'ai quasiment plus rien à dire, c'est trop bien. Mais du coup, je vais dire un peu, juste pour dire, notamment avec Suzanne, mais c'est vrai que Strasbourg a été, voilà, et je veux vraiment remercier les écolos strasbourgeois et l'ancienne municipalité. Ça a été, voilà, l'une des équipes avec lesquelles on a peut-être le plus échangé en profondeur sur les droits du vivant, sur comment on peut les mettre en place. Évidemment, dans un contexte où c'est pas facile de les mettre en place, donc, mais, mais, euh, mais ça a été vraiment super. Et j'ai déjà donné des conférences sur les droits de la nature, je vous ai dit tout à l'heure, ici. Je sais pas si quelqu'un était déjà là. Quelqu'un est déjà venu à une conférence de moi sur les droits de la nature. En fait, en vrai, avec Clovis et Lauriane, mais ils ont oublié. C'est pas grave, no offense. Et aussi avec Francis Allais dans une autre salle. Et voilà, c'était vraiment super et je veux vraiment remercier parce que c'est vrai que dans un grand nombre d'endroits, les maires écolos ont quand même été voilà, présents pour se saisir de ces enjeux-là et mener des plaidoyers communs. Euh, on pourrait rentrer dans les droits de la nature de plein de manières différentes. Je veux dire, il y a ceux qui sont très gourmands de théories politiques et avec lesquels on pourrait rentrer vraiment dans la littérature, l'histoire des idées, comment on passe de l'anthropocentrisme à l'écocentrisme, mais aussi le retour à l'anthropocentrisme qui est nourri par le vivant. Voilà. Bon, dans les questions, si vous voulez, on peut aller vers ça. Euh, Peut-être ce qui est intéressant, c'est de vous dire là où on en est aujourd'hui en Europe. Parce que les droits de la nature, ils ont été mis dans la constitution d'un certain nombre d'États à travers le monde, ils ont été reconnus dans des lois ou encore dans des décisions de justice en Amérique latine, en Inde, en Asie, y compris dans les anciennes colonies françaises, qui sont parfois encore des territoires à décoloniser, mais voilà, sur les îles Loyauté, par exemple. Euh, mais c'est vrai qu'en Europe, on est encore aux prémices de la reconnaissance de ces droits de la nature. Et que ces droits de la nature, moi, je suis convaincue. Alors, j'ai fait sur mon site internet il y a des études qui sont disponibles sur comment est-ce qu'on peut adapter le droit de l'Union européenne pour reconnaître les droits de la nature. Il y a plein de pistes. Le Conseil économique et social européen a aussi fait une résolution avec un plaidoyer pour qu'il y ait un nouveau traité qui intègre les droits de la nature. Donc, on a plein de pistes, plein d'outils légaux dont on peut se saisir pour avancer dans cette direction-là. Mais c'est vrai que je pense que les droits de la nature sont intrinsèquement liés au territoire et aux gens. Et qu'en fait, c'est quand même censé venir du local, du terrain. Et c'est vrai qu'au niveau européen, la première loi réelle qui a été adoptée, elle nous vient d'Espagne, suite à une initiative citoyenne. Et en fait, en Espagne, c'est pas comme en France où il faut plus de 4 millions de signatures. En Espagne, c'est 500 000 citoyens qui peuvent présenter une loi qui peut ensuite être adoptée. C'est ce qui s'est passé. Et il y avait une lagune extrêmement polluée, la Mar Menor. Et voilà, des gens qui se souciaient vraiment qu'on n'arrive pas à faire face à l'agro-industrie qui était en train vraiment voilà, de tuer cette lagune. D'ailleurs, c'est toujours pas réglé, hein. C'est pas parce qu'on adopte une loi sur le droit de la nature que d'un coup tout est sauvé. Mais il y avait des poissons morts qui remontaient à la surface, on pouvait plus se baigner, des pollutions multiples, etc. Beaucoup liées à l'agro-industrie, encore une fois. Et voilà, cette initiative citoyenne, il y a eu plus de 600 000 personnes qui l'ont signée. C'est passé à l'Assemblée, puis c'est passé dans la Cour constitutionnelle, etc. Et aujourd'hui, on a une première loi qui reconnaît les droits de la nature. Ce qui est important de se dire, c'est que c'est pas juste comment est-ce que les écosystèmes peuvent être mieux défendus. Voilà, c'est pas juste ça. C'est aussi de se dire, effectivement, tu l'as très bien dit, Anya, comment est-ce que quelque part la nature peut parler et comment est-ce que nous on peut s'en faire les passeurs, les traducteurs, voilà. Et parce qu'on ne peut pas parler à la place d'un écosystème, ce serait un peu prétentieux, un peu arrogant. Mais par contre, on peut essayer de s'en faire les traducteurs, quoi, voilà, de s'en faire les relais. Et moi, j'ai la profonde conviction, et c'est pas tout à fait ce qui a été fait en Espagne, mais c'est des pistes qui ont été suivies dans les initiatives dans d'autres endroits. J'ai la profonde conviction qu'au fond, les droits de la nature peuvent nous permettre de renouveler la démocratie, et notamment pour les plus vulnérables. Je parlais de la pêche tout à l'heure, les gros pêcheurs contre les petits pêcheurs. Et c'est vrai que en fait, si on veut comprendre comment un océan fonctionne, ben, en fait, les marins pêcheurs, les petits artisans, ils ont une connaissance de l'écosystème qui est fine, qui est profonde, qui est pleine d'amour aussi. Et on pourrait décliner ça sur pas mal d'autres métiers ou pas mal d'autres modes de vie qui peuvent être susceptibles d'avoir des connaissances sur la nature qu'on pourrait revaloriser. Et ça nous permettrait aussi, dans notre société qui classe les savoirs légitimes, les savoirs non légitimes, de redonner de la dignité aux gens aussi. Voilà, c'est mon approche des droits de la nature. Et en France, typiquement, on a l'Assemblée de Corse, mais aussi la collectivité de Martinique, qui ont adopté des résolutions demandant
à ce que les droits de la nature puissent être inscrits dans le droit. Charles Fournier s'en fait l'écho, il a déposé des propositions de loi au Parlement, à l'Assemblée nationale. Voilà. Et nous, on essaye au Parlement européen, on a marqué des points dans la mandature du Pacte vert, dans le mandat du Pacte vert. On a réussi à faire adopter des amendements. Ça peut paraître un peu bête, mais quand même dire que la nature a une valeur en tant que telle, une valeur intrinsèque, pas seulement pour ce qu'elle apporte aux humains, mais pour elle-même. C'est pas anodin et c'est ce qu'a adopté le Parlement européen, qui a aussi demandé à ce que les forêts soient dotées d'un statut. Donc la position officielle aujourd'hui, j'espère qu'ils vont pas revenir dessus, mais du Parlement européen, c'est quand même que les forêts soient dotées d'un statut juridique. Voilà, mais le combat continue. On a lancé officiellement, mais les signatures sont pas encore ouvertes, la toute première initiative citoyenne européenne pour la reconnaissance des droits de la nature, la semaine dernière à Bruxelles. Et les signatures seront ouvertes à compter du 1er octobre. Donc on compte vraiment sur vous pour faire vivre cette dynamique. Alors, je vous propose d'ouvrir un peu pour des questions-réponses. Toujours pareil, en ligne, n'hésitez pas, on dira des questions à voix haute. Est-ce que dans la salle, quelqu'un aimerait poser une question? Peut-être la question qu'on n'a pas pu prendre tout à l'heure en début de... Sur le premier axe, c'était Bastua, je ne sais pas si tu veux encore la poser. Sinon, moi, j'en avais une en attendant de voir si... Ah, c'était bon, tu avais activé ton micro. Vas-y. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. En fait, j'avais pas mal de questions. Du coup, je sais pas si ça va pas vous retarder. C'était peut-être pas une bonne idée. Moi, j'avais pas mal de questions. En fait, la première, c'était de savoir comment on fait pour avoir accès aux documents que tu cites. Par exemple, à un moment, tu parlais d'une feuille de route pour l'Europe sociale ou ce genre de choses. Comment on fait pour y avoir accès? Parce que, par exemple, j'ai découvert qu'il y a eu une action de la ville de Lyon, qu'il y a eu des conséquences derrière. Et donc, toutes ces informations-là, comment on peut faire pour y avoir accès? Et directement lié à cette question, c'était comment faire pour que justement l'Europe semble moins technique. Ça rejoint en fait la question que posait Christina tout à l'heure. C'est que quand on parle d'omnibus ou ce genre de choses, ça peut sembler très très technique, même si derrière ça parle de brossade, enfin tu parlais de dentifrice et de ce genre de choses. Mais d'emblée, quand on parle de l'Europe, c'est pas quelque chose qui va être attirant ou qui va sembler sexy. Donc comment faire pour que ces enjeux ne restent pas que entre personnes informées? Ça, c'était un peu mon autre question. Et ma dernière question, c'était par rapport à ce qui était dit sur Total, que pendant qu'on est en train de vivre un gros backlash sur la RSE, la SSRD et tout ça, concrètement, ce jugement, quelles conséquences il va avoir? Ou c'est juste qu'ils ont été condamnés et que derrière, il ne se passera peut-être plus grand-chose, justement parce que la RSE est en train de reculer et que maintenant, les entreprises, elles font un peu ce qu'elles veulent au final. faut un peu d'optimiste quand même, monsieur. Sinon, on va pas s'en sortir. Alors, sur les docs, sur comment avoir les infos. Alors, le mieux, c'est quand vous avez des infos précises. Parce que là, la question de Bastua, elle a cité plusieurs documents dont j'ai parlé tout au long de mon exposé. Donc, en fait, ça va être compliqué pour nous, si on veut vous envoyer les liens, de refaire tout le récap. Vous pouvez aussi nous écrire. Il y a des docs qui sont... Enfin, globalement, c'est tout ça, c'est des docs qui sont disponibles en ligne. Genre les programmes de travail de la commission, normalement, si tu tapes doc de travail de la commission, enfin programme de travail, tu peux trouver les documents. Bon, après, on a plus l'habitude de naviguer, donc vous pouvez aussi nous envoyer. L'étude dont j'ai parlé sur les droits de la nature, c'est sur mon site internet. Je sais, je l'ai pas updaté depuis les élections européennes, donc m'en voulez pas, mais l'étude est quand même dessus. Et après, il y avait les docs sur l'initiative de la ville de Lyon. Ça, c'est plus compliqué à trouver parce que ça a vraiment été piloté loin de nous. Mais bon, enfin, on peut retrouver aussi Basua. Donc, bon, si vous avez des questions de ce type-là, envoyez-nous un mail. On fera au mieux pour vous répondre. On peut peut-être les mettre en lien vu que ce sera sur YouTube, on peut le mettre dans la bio si on a les liens. C'est une idée intéressante qui permettrait de l'envoyer à plein de gens sans qu'on ait à faire les mails individuels à chacun. Donc, c'est pas idiot. Merci pour la suggestion. Voilà. Et en général, vous pouvez nous envoyer des mails. Je précise juste qu'on reçoit plusieurs milliers de mails par jour. Et parfois, il y a des gens qui sont pas contents parce qu'on répond pas assez vite. Moi aussi, mon équipe, des fois, il y a des mails que j'envoie, ils mettent 3 semaines à me répondre. C'est normal, il faut pas s'énerver. En fait, c'est juste qu'il y a un taux d'arrivage. Non, mais j'ai vraiment pas, enfin, ils sont super. Donc, j'ai vraiment pas ça par critique. J'ai ça pour dire il y a une capacité humaine à un moment, quoi. Et que le développement, en plus, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, Signal, Telegram, WhatsApp, Messenger, machin, moi, je sais plus faire, en fait. Donc, enfin, voilà. Et pourtant, j'ai une grosse capacité de travail. Donc, voilà. Donc, prenez le temps, mais vous inquiétez pas. À un moment, on va vous répondre. C'était ça le message global que je voulais vous faire passer. Ta deuxième question. C'était important.
Total, Honnêtement, est-ce que c'est non, Total, c'est la troisième. La technicité de leur... Ah oui. Ouais, Je rapproche leur dossier. ouais. Ça, je suis certaine qu'ils font exprès. C'est quoi? Je suis certaine qu'ils... Non, mais vraiment. En fait, je pense qu'ils ont inventé un jargon pour que personne ne les comprenne et qu'ils puissent faire leur petite magouille dans leur coin. Je suis sûre. J'ai zéro manière de le prouver, hein. Vous pouvez dire que je suis une conspiratrice de première. Ok. Mais en fait, je suis sûre. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on a un texte, ils réussissent à inventer un nouveau jargon, un nouveau texte, un nouveau sigle. Moi, je suis certaine que c'est fait exprès. Voilà. Ceci étant dit, du coup, comment on peut parler de l'Europe aux gens? Moi, je pense que là, c'est en particulier, alors c'est tout le monde, mais nous, les écolos en particulier, qui avons un problème et qui ne vont pas changer notre manière de voir et de faire. Je vous dis un peu les choses. Au Parlement européen, on n'arrête pas de s'arracher les cheveux en se disant, mais comment est-ce qu'on peut faire pour que les gens parlent des textes qu'on est en train d'étudier? Et vous savez quoi? Je pense que les gens n'en ont rien à faire des textes qu'on est en train d'étudier. Je pense que ce qui les intéresse, c'est ce qui impacte leur vie, leur quotidien. Ou le quotidien, pas que le dentifrice, tu vois, comme tu disais, Bastua, mais aussi les équilibres économiques, etc. Mais du coup, je pense qu'il faut qu'on renverse notre manière de parler des choses. Et vous voyez, c'est un peu comme sur le climat. En fait, il y a tous les jeunes, là, incroyables, qui lisaient le rapport du GIEC, qui arrivaient, qui brandissaient le GIEC en disant on fait la grève pour le climat. Ok, mais en fait, du coup, tu perds plein de gens. Alors qu'il y a une autre manière, je pense, de prendre les choses. Et voilà. Et j'ai fait partie de ces gens. Donc, je m'autocritique hein, dans ce que je dis. C'est pas de l'arrogance pour dire, ah, je vous donne des leçons. Je pense qu'il y a des efforts qu'il faut qu'on fasse. Et typiquement, quand on parle de logement, alors je peux aller voir les gens et leur dire, ouais, on est en train de s'occuper du règlement sur la titrisation. Voilà, je vous ai perdu. Pourtant, je vous ai parlé de logement. Pourtant, je vous ai parlé de logement. Mais il y a personne dans la pièce qui comprend ce dont je parle. Ouais. Il y en a un. Mais voilà. Ou alors, on peut dire, ouais, ton logement, il a été racheté par un fonds d'investissement. Du coup, tu vas perdre ta maison. C'est pour les touristes. Bah, nous, on est avec toi. Et vous voyez un peu le changement? Et je pense que c'est un peu cet effort-là qu'il faut qu'on fasse. Voilà, c'est ma conviction. Et que si on arrive à dire aux gens, bah, en fait, voilà, le combat qu'on mène au niveau européen, il est aussi pour vous. Et voilà, c'est peut-être un peu dans cette direction-là qu'il faut aller. Ça répond pas à tout et ça résout pas tout comme problème. Surtout, et c'était une discussion qu'on avait avec Benoît pendant la campagne, surtout qu'il y a aussi l'enjeu du projet européen en tant que tel, et qui est un peu un sujet un peu distinct. Et que c'est vrai que le projet européen, bah, c'est un projet de paix. Et du coup, enfin voilà, quelle allure il prend, quel contour, est-ce qu'elle est plus sociale, plus libérale au sens aussi politique du terme, et non plus. Enfin, c'est un peu deux sujets distincts et dont il faut parler, je pense, de deux manières différentes. Mais en tout cas, quand l'Europe légifère sur le quotidien, je pense qu'il faut qu'on parle du quotidien et pas des textes à la con. Surtout, moi, je vais vous dire, des fois, il y a des journalistes qui me disent, est-ce que vous pouvez me donner le titre exact du texte sur lequel, enfin, dont vous me parlez? Et alors là, c'est l'enfer. Parce qu'en fait, c'est la directive qui modifie la directive 2023/1922 et la directive 21. Et en fait, même dans le titre, il est long, il fait 10 lignes, mais on ne sait toujours pas de quoi ça parle, quoi. Donc, enfin, voilà, l'Union européenne, c'est ça. Donc, il faut qu'on arrive à faire un peu différemment. Et voilà. Et par contre, le projet européen, bah, faut continuer à parler d'Europe. Il y a les gens que ça intéresse, d'autres que ça intéresse pas. Voilà. En tout cas, faut y aller. Sur Total, Bastua, c'est au contraire, en période de backlash, c'est une bonne nouvelle qui prouve qu'on peut résister, on peut faire avancer les choses. Toutes les décisions juridiques ne sont pas des bonnes nouvelles. La décision du Conseil d'État sur la 69 est dramatique, mais vraiment dramatique. Mais on a quelques bonnes nouvelles sur lesquelles on peut s'appuyer. Et au contraire, nous, on va l'utiliser au Parlement européen en disant, en fait, ça ne sert à rien parce que les règles pour défendre les droits humains, enfin les règles de l'état de droit aujourd'hui, c'est l'action pour le climat. Donc en fait, il va falloir se bouger et il va falloir remettre en cause toutes les règles qu'on a détruites. Et je pense que, enfin voilà, faut le voir dans le sens inverse, quoi. Et après, est-ce que Total va obéir au juge? Là, globalement, ce que le juge a dit, c'est à Total, tu dois revoir ta stratégie climat d'ici le mois de janvier. En janvier, on en reparle. Ça veut dire quand même que le juge, il laisse pas Total tranquille. Alors après, Total a fait une communication en disant c'est nous qu'on a gagné. On pourra en reparler, mais de toute façon, Patrick Pouyanné, voilà. Mais du coup, ça veut dire qu'au mois de janvier, il va y avoir une suite et je trouve ça pas mal. Et après, on va voir quelles seront les condamnations qui seront présentées. Mais voilà. Et moi, je trouve que c'est bien et que des fois, il faut être content parce que, voilà. Mesdames et messieurs, on va pas avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de victoires en ce moment-là, dans les mois qui viennent. Donc, quand on en a une, chérissons là. Mais voilà. Merci beaucoup. Maya, si tu veux essayer quelqu'un en salle pour alterner. Non, Maya, tu peux poser ta question. Bonjour. Alors, ma question, j'espère juste que vous n'avez pas abordé le sujet avant que j'arrive, mais je ne pense pas.
C'est concernant, enfin, ça fait suite à la question précédente sur comment communiquer au public sur les sujets européens. Je sais que il y a eu des contacts avec des ONG, enfin il y a l'affaire du siècle, des choses comme ça, et on a vu des succès au niveau mobilisation en France avec les PIFAS, avec Nicolas Thierry, Camille Etienne, etc. Est-ce qu'il y a des choses comme ça, je suppose que oui, qui se font au niveau européen? Et pourquoi est-ce que pour l'instant la visibilité reste réduite sur ces sujets-là au niveau de la société civile et de ces partenariat, on va dire, entre nos groupes et des potentiels influenceurs écologistes, etc. Ok, Merci, Maya. ok. Elle parle des Bordelais, mais c'est normal. C'est le chauvinisme. En fait, ta question, c'est est-ce qu'il y a une société civile mobilisée au niveau européen un peu? Moi, je comprends un peu ça de ta question. Il y en a une. Comment on travaille avec elle, Ouais. comment les élus travaillent avec elle pour notamment arriver à faire diffuser sur les réseaux sociaux ce qui se passe au niveau européen, etc. Non, mais il y en a une, mais je vais te répondre parce qu'il y a un mais. Il y a un gros mais. On est quand même 27 pays avec beaucoup de langues, parce qu'en plus, dans chaque pays, il peut y avoir plusieurs langues. Et c'est de la même manière que tout le débat autour de existe-t-il une opinion publique européenne? On n'y répond pas facilement à cette question. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts. Ouais, je me souviens quand tu étais avec Gwendoline aussi, où il y a eu beaucoup d'efforts de ce côté-là, sur comment est-ce qu'on fait monter la société civile européenne. Pour moi, le premier vrai mouvement trans-européen, mais Anya aura peut-être une opinion divergente et elle sera tout aussi bonne, mais c'est les jeunes filles qui se sont levées pour le climat ensemble. Parce qu'elles avancent d'une manière vraiment transfrontière et vraiment un peu dans la même dynamique. Et pour moi, c'est un peu elles qui, les premières, ont engagé quelque chose comme ça, où c'est plus des organisations qui se mettent en commun, mais où c'est vraiment un mouvement voilà, transfrontière, vraiment, vraiment européen, pan-européen. Maintenant, on voit naître des solidarités. Il y a la révolution des flamants roses, par exemple, en Albanie. Je sais pas si vous savez, mais le gendre Trump veut construire un super complexe touristique en détruisant la nature. Et donc, évidemment, il y a une solidarité qui vient de partout. Donc, voilà, on voit des mouvements comme ça. Il y a les Pride, la Pride de Budapest, par exemple, qui avait réuni beaucoup de monde à travers l'Europe. Donc, il y a des moments de solidarité. Mais voilà. Moi, mon impression, c'est qu'à ce stade, il n'y a que le mouvement climat qui a un peu décliné quand même aussi, hein, donc qui est plus dans ses grandes heures de gloire, mais qui a commencé à tracer cette piste-là. Il y a des organisations à Bruxelles, mais c'est comme nous. On a nos partis en France et puis il y a le Parti vert européen qui a des bureaux à Bruxelles. Les organisations de consommateurs, elles sont principalement en France et puis elles ont des représentants à Bruxelles, etc., etc. Et donc, en fait, quand on est à Bruxelles, qu'on est député européen, on peut dire on travaille avec la société civile, mais ça peut tout et rien dire. C'est-à-dire qu'en fait, on peut voir la directrice du Cannes, qui est super, mais qui est à la tête d'un réseau de réseaux de réseaux. Donc, vous voyez à quel point elle est loin du terrain, en fait. Et c'est super ce qu'elle fait, on a vraiment besoin d'elle. Je veux pas que vous ayez l'impression que je dise du mal de son travail. On a besoin d'elle. C'est crucial. Mais c'est pas être en lien avec le terrain. C'est pas le mouvement social. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas tout à fait le même sujet, quoi. Et on est beaucoup en lien, c'est pareil du côté des entreprises, enfin, voilà. Et elles sont représentées. Et en fait, tu montes. Et donc, du coup, t'es avec des gens qui sont de plus en plus éloignés, quoi, avec de plus en plus d'échelons, en fait, entre le terrain et les gens à qui on parle. Et donc là, voilà, il y a un travail à faire, un soutien à faire. Mais du coup, Maya, on n'arrive pas si facilement à le faire. Je peux te prendre un exemple. Euh, En France, on a un vrai mouvement social des parents, des enfants malades à cause des pesticides. Il n'y a pas d'équivalent en Europe. Et donc là, avec plusieurs organes européennes, on est en train d'essayer de bouger. Donc c'est la Belgique qu'on arrive à bouger, la Belgique francophone en plus qu'on arrive à bouger d'abord. Mais vous voyez bien qu'il y a des relations culturelles. Les Italiens, ça peut un peu prendre. Je pense que ce sera ceux d'après. Mais d'essayer de faire naître ça, c'est pas facile. Sur les PFAS, pareil. Le sujet est un sujet français encore aujourd'hui. On essaye de le faire naître dans les autres pays, mais c'est français. Et donc voilà. Et en plus, après ça, il faut créer du collectif. Déjà, on a du mal à faire collectif en France. Déjà, notre pays il est déjà grand en vrai, hein, par rapport à Malte, à Chypre, au Luxembourg. Ils sont plus petits, ils se connaissent tous. Nous, on se connaît pas tous. Voilà. Et voilà. Et faire collectif à l'échelle européenne, où tu es si loin les uns des autres, avec des langues différentes, c'est pas facile. Et donc, ça, on n'arrive pas nécessairement à le faire. J'espère que j'ai répondu à ta question. Merci beaucoup. Je propose de prendre la dernière question de Nicolas, du coup, et puis on va conclure ce temps, mais il y aura un petit temps convivial après pour les personnes en présentiel. Désolée pour celles en ligne, mais on pourra poursuivre les échanges pour essayer de se tenir au timing. Et juste pour rebondir sur ce que tu dis sur les associations, il y a aussi la question du statut même de l'association européenne, je pense aussi, qui joue beaucoup sur comment on arrive à mobiliser et créer la mobilisation de la société civile.
Nicolas, Alors, ma question, elle porte sur la politicienne, pardon, sur un sujet qui n'a pas été abordé aujourd'hui. Ça fait qu'on nous a pas listé des sujets qui devraient être abordés aujourd'hui. Donc, ça concerne la Palestine et les méthodes de marche qui sont commises par Israël dans cette partie du monde. Je veux savoir pourquoi notre parti, le groupe Les Verts, ou même au niveau national, on n'est toujours pas suffisamment audible, en tout cas pas assez audible, pas autant audible que The Left. Et pourquoi est-ce que c'était pas nous qui avions, par exemple, on aurait pu initier cette initiative citoyenne pour rompre l'accord d'association entre Israël, qui est un grand succès, qui a été porté par The Left. Il y a eu plus d'1 million de signatures. Ça va contraindre la Commission européenne à se saisir de ce sujet, parce qu'il adviendra. Mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas assez à l'initiative sur ce sujet-là, qui est pour moi fondamental. Un monde qui accepte ce génocide, c'est un monde qui est très dangereux. Et tous les autres sujets sont pour moi subalternes. Et encore une fois, oui. Et pourquoi est-ce qu'on n'était pas à l'initiative de ça? Ou pourquoi tout simplement on n'a pas été associé? Est-ce que les discussions avec The Left ne sont pas suffisamment fluides? Voilà. The Left a pris une initiative tout seul. Ils ne nous ont pas associés. C'est une initiative qui a marché, c'est tant mieux. Mais voilà, je ne sais pas mieux te répondre, mais ils sont partis, ils en ont fait leur outil. Et ça a marché, et c'est très bien. Voilà. Il y a différentes façons de répondre à ta question. Moi, je pense que en fait, si je réponds dans le temps présent, la Palestine, bon, aussi parce que c'est... Je sais pas comment dire ça, parce que les atrocités les plus atroces sont passées et qu'on espère à du mieux, tout en étant très inquiet. Voilà, je sais pas bien comment le dire, mais le moment des plus affreuses horreurs est peut-être un peu passé. Et donc, le sujet est descendu de l'agenda pour tout le monde, y compris pour The Left. Bah si, enfin, je suis confuse, mais en fait, bah si. Ça, oui, mais en fait, je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. En fait, ce que je dis, c'est que c'est descendu de l'agenda pour tout le monde, y compris pour eux. Voilà. Je dis pas que c'est bien, mais je dis que c'est descendu de l'agenda pour tout le monde. Maintenant, ils ont été particulièrement, effectivement, présents sur le sujet. Au niveau européen, il y a eu, je veux dire, les Français, les Espagnols, l'Europe du Sud a été très en pointe. Enfin voilà, j'essaie de te répondre aussi sur la réalité européenne et de te dire des choses intéressantes. Enfin voilà. Mais c'est vrai que l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la France partent beaucoup devant sur ces questions-là. C'est pas que. Par exemple, dans les pays du Nord, on peut aussi trouver des vrais alliés de Gaza, de la Palestine, de la Cisjordanie. Mais c'est évidemment plus difficile avec l'Allemagne ou avec l'Autriche. Et ça a été un vrai point de difficulté, tant au sein de nos groupes politiques et au sein de l'hémicycle qu'au sein de la Commission européenne et du Conseil. Et ça a vraiment été l'un de nos points durs. Alors, ça suffit pas à expliquer les choses. Je veux juste le dire aussi. Par exemple, il y a 2 jours, Ursula était en Azerbaïdjan en train de dire qu'Ilham Aliyev était le nouveau meilleur ami de l'Europe. Voilà, enfin, je sais pas si vous connaissez Ilham Aliyev et ce qu'il fait, mais enfin, je veux dire, c'est honteux de dire une chose pareille. Donc, je donne cet exemple-là justement parce que c'est pas l'exemple palestinien pour dire ça n'efface pas le reste des enjeux. Mais c'est vrai qu'il y a une difficulté particulière de la part des Allemands et des Autrichiens sur la question d'Israël. On avait aussi un veto de Viktor Orban qui était incontournable et qui a fait que le moment où et quand je dis on, c'est les Verts, c'est le groupe des Verts. Donc je veux aussi être très claire là-dessus. Le moment où on obtient de la Commission européenne qu'elle propose enfin de geler des avoirs, de suspendre certaines parties, peut-être pas tout l'accord d'association, mais certaines parties de l'accord d'association, quand elle propose enfin d'agir, c'est à notre initiative, à nous. C'est nous qui obtenons ça. Malheureusement, quasiment rien n'a été suivi des faits à cause du veto de Viktor Orban. Voilà. Peut-être qu'on n'a pas assez bien su communiquer là-dessus. Mais ouais, il y a Leïla qui dit oui de la tête.
Mais ça a été notre victoire à nous dans des conditions où, au sein de notre groupe, la plus grande délégation est allemande. Enfin, voilà. Donc, il y a des choses qui sont pas faciles. Je vois que tu fais la tête et j'ai pas, non, mais en fait, je peux partager, en tout cas, une bonne partie de ta critique. Donc, enfin, voilà, j'essaie de te raconter des choses et je dis pas que tu as tort, en fait. Donc, voilà. Euh, on a essayé de faire ce qu'on a pu aussi dans ce contexte-là. La position du groupe a beaucoup changé. Euh, je pense qu'on est assez content maintenant de la position du groupe voilà, même sur ce qui est en train de se passer en Cisjordanie, et on essaye de continuer à soulever ce sujet. On n'y arrive pas, hein. Je vous ai expliqué un peu un tiers d'extrême droite, un tiers de droite, et puis après un tiers de nous tous. Ce que ça veut dire aussi, c'est que le groupe de la gauche et nous, on est vraiment petits en fait. Hein, on est vraiment petits. Et donc ça veut dire aussi qu'on a moins de place pour proposer des débats, on a moins de place, on a moins de temps de parole, on a moins de... En fait, il y a beaucoup de pouvoirs parlementaires où on pourrait faire des trucs qui nous sont aussi refusés. Mais on a essayé à plusieurs reprises. Voilà. Et on n'y arrive pas. Il y a une mission du groupe euh, avec des gens et aussi des Allemands et tout ça, hein, qui sont allés en Cisjordanie et voilà, qui sont revenus, qui ont organisé des choses pour témoigner quand ils sont revenus, qui ont proposé voilà, des actions. Voilà, moi je suis aussi aujourd'hui assez satisfaite de la position du groupe, honnêtement. Aujourd'hui, voilà, je n'étais pas nécessairement au début. Voilà, on a fait ce qu'on a pu et on continue à faire ce qu'on peut dès qu'il y a un événement qui... Après, je vais vous dire un truc aussi, c'est il y a les élections qui arrivent en octobre et aujourd'hui c'est utilisé. Il y a plus Viktor Orban. D'accord. On pourrait relancer toutes les initiatives qu'on avait portées. Les élections en Europe sont utilisées pour nous dire voilà, Benjamin Netanyahou pourrait utiliser toute action de l'Union européenne comme une accusation d'ingérence étrangère. Et moi, je trouve que c'est pas acceptable. Voilà. Et que en fait, quand des droits humains sont violés, on a le devoir de réagir, qu'on ait peur que ce soit interprété comme une ingérence étrangère ou pas. Voilà. Mais c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Merci beaucoup. Juste pour des questions de parité, s'il y a encore une femme qui a une question, on peut encore en prendre une. Sinon, on peut échanger comme. Après. Ouais. Comme Désolé, tu l'as mais dit, ça. c'est une dernière question. Là, ouais. J'ai pas de choses à dire. Ah, La femme. ok, bah du coup on peut discuter de toute façon après. Tu restes avec nous. Bah, merci beaucoup à celles et ceux qui nous ont suivis en ligne ou en présentiel. Donc la vidéo sera disponible sur la chaîne YouTube de la Commission Europe. Justement par rapport à la question de vulgariser un peu les questions européennes, c'est un sujet sur lequel on commence à se pencher au sein de la Commission Europe. Donc on fait notre petite pub, mais n'hésitez pas à nous rejoindre. On essaye de travailler là-dessus. Et merci à toi, Marie, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous.